toutes et à tous. Nous voici donc à quelques instants du départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, ici avec Michael Schumacher. Grand Prix de Grande-Bretagne, à l'issue duquel on entrera dans la deuxième partie de cette saison 1994. En dehors de cette date symbolique, eh bien, Silverstone nous promet une explication palpitante. On a vu comment se comportait la Williams-Renault de Damon Hill et la Benetton Ford de Michael Schumacher. Cela en performance pure, 3 millièmes d'écart seulement, on n'avait jamais vu ça. Et puis voilà qui va faire battre bien des cœurs. Derrière la Williams et la Benetton, eh bien, le rouge est mis, le rouge des voitures de la Scuderia Ferrari. Et il faut une nouvelle fois rappeler que dans cette formidable bagarre pour la conquête de la pole position hier, eh bien, Gerhard Berger n'a pas été en reste, n'est-ce pas, Johnny? Eh bien, on entendait les Ferrari, surtout après la première journée d'essai, où malgré le handicap de la Scuderia de ne pas avoir pu préparer le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone, puisque les essais préparatoires sont réservés aux équipes nationales de chaque circuit, Ferrari a donc déboulé sur un circuit transfiguré par rapport à l'année dernière, sans savoir quel réglage devait être fixé sur les voitures dès le début des essais, ce qui constitue un handicap, évidemment. Beaucoup de travail pour rejoindre dans les réglages les équipes rivales, et en dépit de ça, les Ferrari se sont immédiatement hissés parmi les plus rapides. Et hier, samedi, lors de la dernière séance de qualification, on s'attendait vraiment à ce que ou Berger ou Jean Alesi luttent pour la pole position. Ce qu'ils ont fait, ils ont lutté, mais ils ont échoué de très très peu, puisque Berger n'est quand même qu'à 2 centièmes de Damon Hill en pole position de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors qu'au moment où on vient de mettre les moteurs en marche, bien sûr, vous avez reconnu la très jolie personne qu'il y avait en gros plan, c'était bien sûr Lady Diana. Johnny, un mot sur le warm-up et les conditions du warm-up. Eh bien, les Williams-Renault multiplient les promesses de retour au sommet. Après Damon Hill en qualification, lors du rodage de ce matin, c'est David Coulthard qui a placé sa Williams devant la Benetton de Schumacher. Coulthard a tourné en 1 minute 26,6 en condition de course, donc, soit à 3 dixièmes moins vite seulement que son meilleur tour en qualification, ce qui est très très peu. Ce que l'on ignore, c'est si sa Williams-Renault était chargée vraiment des 80 litres d'essence qu'elle transporte au départ de ce Grand Prix. Schumacher a tourné en 1 26,9, donc il est à 3 dixièmes de Coulthard, et Damon Hill dans un temps identique à 2 centièmes près, temps identique à celui de Schumacher. Donc les deux pilotes qui sont placés en première ligne de ce Grand Prix ont effectué des temps tout à fait similaires ce matin lors du rodage. Et alors la surprise de ce rodage a été constituée par les Tyrrell Yamaha de Blundell et Katayama qui ont réussi les 4e et 5e temps devant Hakkinen, pas trop mal aussi avec la McLaren Peugeot, et devant Berger, 7e seulement sur la Ferrari, mais à 1 seconde seulement de Coulthard, c'est-à-dire que la fourchette est très très serrée. Et bien pendant que Gilles Pernet faisait Formule 1 à la une avec Pierre Van Viet, il nous a dit en conclusion que nous avions un invité surprise. Et oui, bonjour, c'est Paul Belmondo, notre invité. Bonjour Paul. Alors tout de suite, Paul, un mot sur ce départ du tour de chauffe, du tour de mise en place. Ils ont l'air très énervés tous là. Ouais, je crois qu'ils sont tous très énervés, c'est assez évident, puisque ça va être un circuit, il va être quand même très difficile de doubler. La raison principale, c'est que vous voyez ici, le revêtement a été refait, donc tout ce qui est hors trajectoire est excessivement glissant. Notamment, je pense, c'est une des raisons pour laquelle Berger est sorti des stands, puisqu'ils ont refait la sortie des stands et a glissé énormément. Et ça va être très très dur, donc il y a peu d'endroits où on peut doubler. Un des endroits, c'est ici, sur cette nouvelle chicane. Là, on est dans la partie juste après Bridge. Et là, on peut voir beaucoup de fautes pendant le Grand Prix également, puisque c'est là où on a vu les Ferrari qui ont fait quelques figures ici. C'est un endroit très délicat. Bien, Pierre Van Viet, vous êtes dans les stands. Oui, Jean-Louis, avec 2 informations. La première concerne Alessandro Zanardi qui va partir de la ligne des stands. Il est tombé en panne avec un accélérateur qui grippait dans le dernier tour de mise en place sur la grille, mais il part quand même avec sa voiture de course. Ils sont en train de réparer cet accélérateur bloqué sur la Lotus de Zanardi, Lotus 109, le nouveau modèle. Et puis Verstappen, le Hollandais de Benetton, part avec le mulet parce qu'une fuite d'eau s'est présentée sur sa voiture de course. Il s'élance donc sur la voiture de réserve avec laquelle il n'a pas fait 1 mètre pendant les essais, puisqu'il était réservé à Schumacher. Au moment où les voitures s'installent sur la grille de départ, les chiffres de ce Grand Prix, c'est la 556e épreuve
épreuve du championnat du monde depuis sa création en 1950. C'est donc la 45e saison. Et ici, je vous l'ai dit, c'est la 8e épreuve de la saison 1994. On part pour 61 tours de ce circuit de Silverstone. Nouveau circuit, il faut le dire, puisque le tour maintenant est de 5 km et 57 mètres. C'est donc un Grand Prix assez long, 308 km et 477 mètres. Oui, bien sûr, c'est notre ami Coulthard. Pas de drapeau vert, alors que quelqu'un a dit que les moteurs étaient coupés. On va sans doute avoir droit à la procédure jaune. Coulthard en effet a calé son moteur. Ça peut arriver, peut-être un peu de chaleur, peut-être un peu de pression pour oui, tout à fait. Clignotant jaune, procédure de départ qui repart à zéro à cause de David Coulthard, Jean-Louis. Paul, alors. Tout à fait, là je pense qu'il fait chaud. En plus, bon, Coulthard c'est son premier Grand Prix d'Angleterre, donc peut-être un tout petit peu de nervosité et peut-être un peu difficile aussi de garder les régimes moteurs. Les moteurs sont un peu perturbés par la chaleur et bon, ben, ça perturbe un peu les puces et on a du mal à garder les régimes. On a déjà vu cela à Manicourt par forte chaleur. Les boîtes de vitesse à sélection semi-automatique avaient des changements plutôt fantaisistes. C'était les puces et le liquide qui avaient tendance un peu à chauffer aussi. Exactement, donc, puisque beaucoup sont des boîtes de vitesse hydrauliques, donc avec de l'huile, donc l'huile chauffe et elle devient plus fluide et la commande est plus difficile. Et là, dans le cas de... Là, c'est Charlie Watkins qui vient voir avec Coulthard pour certainement lui dire si c'est... Il faut lui expliquer la réglementation, comme quoi maintenant il va être obligé de partir en dernière ligne et de céder sa place. Et oui, et je rappelle donc l'article 123 du règlement de la Formule 1. Tous les moteurs sont arrêtés. La procédure de départ recommence à partir du panneau 5 minutes. La distance de la course est réduite d'un tour. Alors on va mettre Johnny Reeve à la table de multiplication. 60 tours, donc de 5 km et 0,57 mètres, ce qui nous fera un Grand Prix d'environ 303 km. 303 km. On peut le dire. Voilà. Soustraction entre 308 et 5, ça fait 303. Voilà. Le handicap de ce genre d'incident, c'est que pendant que les voitures sont immobilisées, les pneus refroidissent, bien que les mécaniciens qui sont accourus pour redémarrer les moteurs aient recouvert les roues des enveloppes chauffantes. Les pneus néanmoins vont perdre de la température. La pression ne sera pas la même que celle qui avait été prévue par chacun des pilotes. Et le comportement des autos peut en être affecté. Et si le comportement des autos n'en est pas affecté, ce sera en tout cas l'usure des pneus qui risque d'en être affectée. Et on sait que l'usure des pneus est actuellement extrêmement pointue en Formule 1, puisque chaque pilote n'a droit qu'à 7 trains de pneus pour l'ensemble du week-end de la course. Alors, je vous rappelle ici, avant d'ouvrir une page de publicité, que les vainqueurs ont été Jim Clark et Alain Prost 5 fois, vainqueurs du Grand Prix de Grande-Bretagne, Mansell 4 fois, Lauda et Brabham, Niki Lauda, Jack Brabham 3 fois. Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, avec Jean-Pierre Boudy, l'ingénieur motoriste de Peugeot. Peut-être qu'on peut se poser la question, avec ces procédures de départ qui se multiplient, ce que ça peut poser comme problème technique spécifique aux embrayages ou aux moteurs par des jours aussi chauds. Eh bien, la première conséquence, c'est qu'on risque de chauffer à l'eau. Et puis, évidemment, ça fait un départ supplémentaire, donc ça use un petit peu plus l'embrayage. Pierre Van Vliet, rapidement, il faut passer une page de publicité. On retrouvera Jean-Pierre Boudy après. Merci. À vous. Retour à Silverstone, nous sommes dans le deuxième tour de formation cette fois. Et puis, Paul Belmondo avait raison. David Coulthard a été obligé de partir en dernière position. Mais ce n'est pas le seul incident de cette deuxième procédure de départ, Johnny. Eh bien, la deuxième Lotus, celle de Johnny Herbert, est restée collée sur sa position de départ au moment où le second tour de formation s'est branlé, et Herbert est parti tout juste avant le dernier. Et voici une panne. Oh là là, avec du chaud dedans. C'est une Jordan et a priori c'est un moteur, on peut le dire, vu ce qui sort de fumée, c'est donc de l'huile ou de l'eau. En tout cas, il y a déjà des abandons dans ce Grand Prix. Et regardez ici, Johnny, ce qui se passe. C'est Zanardi qui va partir des stands. Voilà, en espérant qu'il aura retenu la leçon de Berger hier. Berger qui est sorti un petit peu trop vite des stands et qui a heurté les glissières de sécurité, qui a cassé une jante de sa Ferrari et qui n'a pas pu exploiter son troisième train de pneus en qualification, son troisième train de pneus neuf, ce qui lui a retiré sa dernière chance de pouvoir conquérir la pole position. Nous voilà donc partis cette fois pour 60 tours de Grand Prix, c'est-à-dire une course de 303 km et 420 mètres. Paul.
Oui, là, ça va être de nouveau, je pense que tout devrait bien se passer. C'est un petit peu comme pour un sprint du 100 mètres. En général, lorsqu'il y a eu un faux départ, tout le monde fait un peu plus attention. Mais là, Demonil a l'avantage d'être sur une partie propre de la piste et il pourra peut-être garder son avantage, même si la Benetton, on sait, une bien meilleure motricité, surtout au départ. On a vu souvent des départs canons de Michael Schumacher. On l'a vu bien sûr au Grand Prix de France. Alors, à droite sur votre écran, c'est Demonil, l'homme en pole position, 4e pole de sa carrière pour Damon, qui défend ici un nom très célèbre. Et puis de la fumée qui sort de la McLaren. C'est Michael Schumacher à l'extérieur avec la fumée qui sort de la McLaren. Oui, bien sûr, on le voit là-bas vous. Le drapeau vert, le rouge, et c'est l'envolée avec le moteur de la McLaren qui a pris feu coup sur coup avec une fuite d'huile, je crois. C'est une fuite et l'huile. Demonil en tête, Demonil, oui, joli. Fuite d'huile, fuite d'essence, vu étant donné la déflagration. Oui, là c'est assez bizarre ce qui est arrivé au moteur Peugeot de la McLaren de Martin Brundle, mais par contre là c'est très intéressant pour la course, surtout pour Demonil qui va pouvoir profiter de là ici, d'essayer de s'échapper et de justement prendre un peu d'avance sur un Schumacher qui devrait être un petit peu mieux que lui quand même en début de course. En tout cas, la Benetton n'a pas réitéré ce départ canon du Grand Prix de France. Voilà Demonil avec quelques toutes petites longueurs d'avance devant Schumacher. Un peu plus loin, on voit Ferrari, je crois que c'est celle de Jean Alesi, si je ne me trompe pas, avec les parements jaunes. Vu de très loin, ce sont des images d'hélicoptères. J'ai vu qu'il y avait une Jordan, une autre Ferrari. Demonil toujours devant. C'est Alesi, 3e. C'est Alesi avec Barrichello et puis donc Gerhard Berger. Et déjà la ligne de trajectoire impeccablement prise, les changements de revêtement dont Paul Belmondo nous parlait il y a quelques instants. Et on va bientôt arriver dans le secteur de Priori, le nouveau secteur de ce circuit de Silverstone qui a été considérablement raccourci pour être rendu moins dangereux, car on l'a oublié peut-être, mais on a refait ce circuit à la suite du tragique accident d'Imola, alors que Demonil sur la Williams Renault passe le cap du premier tour en tête de ce Grand Prix avec Michael Schumacher à 8/10 derrière lui. Schumacher dont le départ aujourd'hui fera moins jaser que celui qu'il a pris lors du Grand Prix de France, puisque placé en 3e position à Manicourt, il avait abordé le premier virage au bout de 150 mètres devant les deux Williams Renault qui le précédaient sur la grille, et cela n'est pas laissé de bois les observateurs et notamment les responsables des équipes adversaires de Benetton. Oui, qui soupçonnent qu'il y a quelque chose là-dedans de pas très catholique. Johnny, je dois rectifier une erreur, ce n'était pas Berger, ce n'était pas Alesi, c'était un effet d'optique qui nous a fait voir des marques jaunes. C'est Berger qui est en 3e position, alors qu'on revoit le départ de ce Grand Prix au ralenti avec cette immense déflagration qui aurait pu d'ailleurs provoquer... Joli coup de volant de Katayama pour éviter l'impact, et Brundle stationne tout de suite sa voiture sur la gauche de la piste. Pour éviter et de répandre de l'huile et bien sûr de gêner ses camarades. Un point sur le classement pour dire que Panis est 11e alors qu'on voit l'explosion du moteur Peugeot. Ça va pas être le moteur, c'est une fuite comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, oui, un raccord qui a cédé sous l'effet de la pression. Alesi est 5e, Panis 11e, Thomas 18e, Bernard 20e. Et les deux leaders creusent le trou, creusent l'écart. Berger ne peut pas maintenir la même cadence qu'eux à l'issue du second tour. Et les positions derrière les deux leaders sont à peu près stables. Avec au début de course de Panis. Gerhard Berger qui tourne pratiquement 2 secondes au tour moins vite, même 2 secondes au tour moins vite que Demonil. Et pour l'instant, Demonil tourne à peu près 3/10 plus vite que Schumacher, donc ce qui lui permet d'avoir une petite avance d'1 seconde maintenant. Alors que le classement des 6 premiers s'inscrit sur votre écran, l'écart est le suivant. Schumacher est à 1 seconde et 1/10 de Demonil, alors que Berger est lui-même à 5 secondes et 6/10 de Hill, suivi de Barrichello, 6 secondes 8, Alesi 8 secondes 1. A priori, eh bien, Jean Alesi n'a pas encore tout à fait réduit les problèmes de survirage de sa voiture, à moins que ce soit là une tactique de course. Je crois, Johnny, que vous savez à peu près le nombre de ravitaillements auxquels on va avoir affaire. Eh bien, difficile de le savoir parce que chaque écurie essaie de cacher, de dissimuler sa stratégie, mais apparemment, on se dirige vers une stratégie sage.
chacun pensant observer un seul ravitaillement, c'est-à-dire vers la mi-course, parce que ici la piste de décélération est très très longue, la sortie des stands est assez périlleuse comme Berger l'a éprouvé en qualification, donc il semble que la majorité se prononce pour un seul ravitaillement. Alors on va tout de suite, oui Pierre, vous donner la parole, on va attendre que le peloton soit passé complètement devant les stands, ce qui nous permettra de vous exprimer dans un silence un peu plus relatif, parce que ça cavale derrière très très fort. Il y a le groupe de tête naturellement, et puis alors derrière roue dans roue à partir de Martigny et de Blundell, il y a De Cesaris, Herbert, Alboreto, Fittipaldi, Coulthard, Comas, Brabham. Tous ces jeunes gens sont pratiquement roue dans roue. Voilà un peu de calme. Pierre Van Vliet, que s'est-il passé chez McLaren? Oui, eh bien, very short British Grand Prix, nous a dit Martin Brundle, pour le moins dépité. C'est vrai que son Grand Prix d'Angleterre a été réduit à très peu de choses. Pas de problème au premier départ pour lui, mais semble-t-il une petite fuite. Il a perdu 2 cylindres, dit-il. Il a essayé d'accélérer quand même, et puis il a vu le feu dans ses rétroviseurs. Tout de suite, il s'est rangé sur la gauche dans l'herbe pour éviter un carambolage au départ. Eh bien, nous voilà, quant à nous, partis pour le duel, peut-être le duel de la saison. Damon Hill qui ne lâche pas prise, et puis Schumacher toujours derrière. Ce qu'on a pu constater, Paul Belmondo, hier aux essais, et même avant-hier, c'était que la Williams Renault paraissait moins stable, plus nerveuse que la Benetton Ford de Michael Schumacher. Oui, la Benetton Ford est beaucoup plus stable. En plus, c'est une voiture qui a une meilleure motricité apparemment que la Williams Renault. Et ça va être un avantage, surtout un avantage de confort, notamment dans un virage comme Club, qui est un virage où on rentre dedans en 3e vitesse et on en sort en 5e tout en passant les rapports à l'intérieur avec un léger dévers. Et c'est un endroit où les pneus sont extrêmement sollicités. Et là, je crois que la Benetton Ford a un petit avantage. J'ai eu la chance et la malchance de t'arrêter à cet endroit hier et j'ai bien pu observer les deux voitures. Bon, mais il n'y a pas de comparaison possible, donc Damon Hill est en train de fournir un effort assez exceptionnel pour se tenir, vous le voyez là-bas tout au long, devant, au bout du nez de la Benetton Ford, à bord de laquelle nous nous trouvions il y a quelques instants. Damon Hill, lui, il continue d'améliorer, une 27,859 pour son meilleur tour en course. Schumacher est à 1 seconde et 2 dixièmes. Derrière, c'est le trou. Berger est à au moins 7 secondes de Schumacher, suivi par Barrichello à 2 secondes. Ensuite, il y a un groupe de chasse. Alesi, Verstappen, Hakkinen. Et puis, plus loin, Katayama et Frentzen et Morbidelli. Et enfin, toujours ce même groupe extraordinaire composé de Martini, Coulthard, Herbert, De Cesaris, Alboreto, Fittipaldi, Comas, Beretta. Tous ces gens-là regroupés. Ça, c'est les gens du milieu du peloton. Et d'ailleurs, un petit jeu top position pour la tête, ça sera très bien. Damon Hill, Michael Schumacher qui se maintiennent à une distance toujours classique, ça ne dépasse pas les 2 secondes, mais le moteur Renault ici, aussi bien en accélération qu'en puissance pure, semble faire merveille. Paul? Oui, on a pu voir la Williams beaucoup sauter à l'entrée de ce virage et beaucoup moins la Benetton. La Benetton roule avec des suspensions beaucoup plus souples, et là c'est Alessandro Zanardi qui abandonne le Grand Prix certainement sur un ennui mécanique. J'ai l'impression qu'il n'avait plus d'aileron arrière. C'est peut-être très fugitif ce que j'ai vu, mais peut-être aurait-il touché. En tout cas, on verra. Voici les deux Ferrari. Berger devant, Alesi derrière, encadrant en Rubens Barrichello, dont je vous disais ce matin dans Automoto qu'il pourrait rejoindre très vite l'écurie McLaren Peugeot. Coulthard actuellement en train de faire une course fantastique. Il ne faut pas oublier qu'il est parti dernier et qu'il est déjà 12e. Oui, on l'a suivi déjà, toujours dans le groupe de chasse. Et d'ailleurs, maintenant le groupe de chasse, c'est lui qui le mène, David Coulthard. Il est en 12e position et il a comme objectif devant lui Blundell qui est à 9 secondes et puis Panis qui est à 11 secondes devant, bien entendu. Retour au stand de Gianni Morbidelli sur la Rose avec un problème mécanique de transmission, semble-t-il. Alors qu'on est en plein gros plan sur la Williams Renault de Damon Hill toujours. Et plus loin, la Benetton Ford. 2 écoles complètement différentes, qu'il s'agisse du moteur ou même tout simplement de l'aérodynamique. Avec
Vous voyez la Williams tout en courbe, très délicate à conduire la Williams. Alors, surtout ici, là c'est une, Oh partie excessivement rapide puisque c'est tout un enchaînement de virages qui se font en 5e vitesse, avec un premier où juste les voitures descendent juste la 5e pour ensuite pratiquement s'enchaîner le tout à fond. Et là aussi c'est un virage qui a été transformé, donc virage de Stowe qui avant se prenait en 4e vitesse et aujourd'hui se prend en 3e vitesse, avec une sortie maintenant pratiquement en ligne droite, avant qu'il y avait un gauche de nouveau juste après. Johnny Reeve, vous croyez que Michael Schumacher est pour l'instant à l'abri, entre guillemets, et qu'il souhaite jouer au jeu du chat et de la souris? On peut penser ça, on peut penser aussi qu'il n'y a pas la même quantité d'essence à bord des deux voitures. Peut-être que chez Williams, on a prévu un arrêt et chez Benetton 2, ou au contraire, 2 chez Williams et un seulement chez Benetton. Et de ces stratégies dépendent un petit peu la relativité des positions de Demoni ici, qui précède toujours Schumacher, ou alors Schumacher à égalité de poids entre les deux voitures, cache son jeu, réserve ses pneus. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que au tour précédent, les deux voitures étaient sous la minute 28. Ils ont tous les deux tourné au-dessus de la minute 28 et là ils repassent en dessous de nouveau. En tout cas pour ce qui concerne Damon Hill et Michael Schumacher. Donc je crois que les deux hommes sont véritablement, je crois, au maximum, et je crois que Schumacher ne veut pas se laisser détacher, sachant qu'il a un petit avantage quand même au niveau des ravitaillements sur son avis depuis le début de l'année. Alors que sur les gros plans, nous avons pu voir que les deux voitures avaient un aileron en dièdre, comme ici d'ailleurs sur la voiture de Verstappen. Et nous sommes donc dans le 8e tour maintenant, avec un petit point sur le classement. Schumacher derrière à 1 seconde et 191 millième. Ensuite l'écart entre Schumacher et Berger, 13 secondes, 11 millième. Et derrière Berger, Barrichello, Alesi, Verstappen, tout le monde est groupé. Vous voyez même que je crois que le peloton est en train de revenir, c'est ça? Il y a 8 voitures derrière Berger, enfin compris celle de Berger, il y a 8 voitures groupées en 10 secondes. C'est Olivier Panis qui en 10e position ferme la marche du peloton de chasse. Derrière Panis à la poursuite qui se sont extirpés du second peloton, Blundell sur la Tyrrell Yamaha et Coulthard sur la seconde Williams-Renault qui sont 11e et 12e. Et enfin, loin derrière Coulthard, Martini conduit le dernier peloton. D'une dizaine de voitures, ce peloton-là aussi. On le voit, ce peloton n'est pas loin du tout, on le voit sur les images. Derrière Alesi, ça se regroupe doucement, ça revient vers le haut du classement. Avec toujours devant, bien entendu, je vous le rappelle, Damon Hill et Michael Schumacher. Voici Jean Alesi avec cette Ferrari 412 T1 version B qui a reçu ici sa nouvelle boîte de vitesse en titane, ce qui octroie un gain de 8 kg de poids, ce qui a changé la répartition des masses. Et puis vous savez qu'une voiture légère c'est toujours mieux. Cette voiture qui a reçu un moteur de qualification nouveau et qu'elle devrait les traîner au Grand Prix d'Allemagne dans 3 semaines en course. La même chose d'ailleurs du côté de Williams-Renault. Alors qu'ici nous suivons toujours ce peloton, oui, Verstappen avec le peloton qui revient, Verstappen, Hakkinen, Katayama qui s'accroche très très bien, Katayama qui a fait d'énormes progrès, il faut bien le dire. Ukyo Katayama fait beaucoup de progrès. Et le bruit court qu'il a été prendre des cours sur un professeur qui est à Brandach pendant plusieurs jours et apparemment ça a porté ses fruits. C'est plus qu'un bruit, Paul, c'est lui-même qui en a fait la confidence l'autre jour. Les journalistes français étaient invités chez Tyrrell, une petite soirée amicale dans le stand, enfin dans le camion Tyrrell le samedi soir veille du Grand Prix de France. Et Katayama a indiqué que s'il avait changé à ce point entre 1993 et 1994, il le devait à des cours qu'il a suivis, des cours de psychologie, de pilotage. Je ne comprends pas très bien quel genre de cours il a pu suivre. Quel genre de cours, oui, c'est ça. Psychologie, comportement ou bien pilotage, tout ça. On a du mal à savoir. Il ne dit pas quelle est la personne qui lui a donné ces cours, qui lui a fait cet enseignement. Alors, en tout cas, il bouge toujours autant la tête en conduisant. Oui, on s'est gentiment moqué de lui, mais il dit qu'il ne s'en aperçoit pas quand il est en course. En tout cas, ce peloton, il est très très beau. C'est Verstappen, Hakkinen, Katayama. Alors que là, nous revenons sur Berger, Barrichello, Alesi. Voilà Verstappen, voilà Hakkinen et voilà Katayama. Derrière, c'est un peu plus loin. Il y a Panis, voilà. Il y a Blundell, il y a Frentzen, il y a Coulthard, Johnny. Voilà, à ce propos, Panis a été un petit peu bloqué par Frentzen depuis le début de la course. Ils ont été décramponnés
par le peloton, donc Katayama ferme la marche. Panis vient de dépasser Frenzen, mais maintenant il roule à 4, un groupe de 4, Panis, Blundell, Frenzen, Coulthard. Donc il semble que Blundell et Coulthard, mieux armés, vont pouvoir déborder Panis et se lancer à la poursuite du peloton de chasse. Voilà des images d'hélicoptères assez saisissantes à voir, qui donnent bien la taille du nouveau tracé du Silverstone. On peut l'appeler comme ça parce que si dans l'ensemble le circuit n'a pas changé dans sa surface, en tout cas il a été modifié dans sa longueur, et surtout tous les virages pratiquement ont reçu des modifications. On est à bord là de la Benetton Ford de Michael Schumacher à 1 seconde toute ronde de cette Williams Renault. La voici, la Williams Renault, qui a l'air, Paul, de refaire dans les lignes droites et les accélérations peut-être le terrain perdu en virage. Oui, je crois que en tout cas en ce qui concerne les lignes droites et ce qui concerne peut-être les virages rapides, la Williams Renault a l'air un tout petit peu mieux. Par contre dans les parties serrées, c'est le contraire. J'ai l'impression que la Benetton arrive à revenir sur la Williams Renault, ce qui fait que ça fait un peu un effet accordéon. Donc peut-être on va pouvoir regarder à partir d'ici, puisque là on va rentrer dans un secteur un petit peu lent, avec ce virage ici qui se prend en 3e, suivi du suivant qui va se prendre en seconde vitesse. Et là justement c'est une partie, vous voyez, avec le nouveau revêtement qui est à droite, et beaucoup de pilotes évitent de le prendre et tournent. Bon, d'une part aussi pour prendre l'extérieur, pour avoir une meilleure trajectoire, mais aussi parce que le revêtement, c'est l'ancien revêtement et ça glisse. Et là c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'endroit où justement c'est très délicat. Là, on va arriver dans la chicane d'Abbaye après. Donc là c'est la partie rapide. Avec, je crois qu'on a juste devant, c'est la McLaren. Donc je pense qu'on avait la Tyrrell de Blundell et Panis qu'on voit ici en gros plan qui mène ce petit trio, et Blundell passe. Voilà, Panis n'a pas voulu prendre le risque. Non. De résister à Blundell, il fait sa course. Oui, bien sûr, il a raison. C'est comme ça qu'il marquera des points, car c'est son souhait le plus cher à Olivier Panis, c'est de faire cette saison en laissant quand même derrière lui la trace d'une assez belle progression. Il était 9e, il doit être 11e maintenant, donc le 9e est devenu Blundell ici au premier plan, 10e Coulthard qui effectue une très très belle remontée, et 11e Panis sur la Ligier Renault, jamais aussi bien placé depuis le début de la saison. Alors l'effet aussi qui a été bien d'avoir mis cette chicane à Bailly, c'est que le virage qu'on vient de passer, qui est le virage de Bride, aujourd'hui se prend à fond de 5e au lieu d'être à fond de 6e. Donc là aussi, une fois de plus, pour la sécurité des pilotes, ça a été un gros progrès sur ce circuit. Ça, c'est une partie qui n'a pas changé du circuit, c'est toujours la même, puisqu'on voit notamment, on voit le revêtement ici qui est gris clair au lieu d'être pratiquement noir. Alors qu'ici, le groupe franchit le virage de Woodcote et passe devant nous, devant la ligne de chronométrage. Blundell 9e, Coulthard 10e, Panis 11e. Panis doit rêver de suivre le rythme imposé par Blundell et Coulthard, mais enfin il n'oublie pas non plus qu'il est au volant d'une voiture qui a été conçue pour 1993 et que l'équipe Ligier utilise encore en 1994, qui a été très légèrement modifiée dans certains détails aérodynamiques, mais qui a le handicap d'être très lourde et puis qui a été conçue il y a 1 an et qui n'est plus dans le rythme. On peut toujours, on a beau dire, on a beau faire, le poids des ans, ça compte en Formule 1 plus que nulle part ailleurs. Un arrêt au stand, Jean-Louis, c'est celui de De Cesaris sur une Sorber. Est-ce que c'est le premier ravitaillement? Je ne pense pas, parce que j'ai l'impression que son moteur tournait un petit peu carré. Et toujours notre bagarre des deux Britanniques qui remontent, l'anglais Blundell, l'écossais Coulthard. Et Blundell qui est un pilote qui est très bagarreur, assez difficile à doubler. Donc je pense que ça va être une bonne empoignade entre les deux pilotes. Pierre Van Vliet. Oui, De Cesaris est rentré, vous l'avez entendu, avec un problème mécanique, ça s'entendait, peut-être un échappement. Oui, regardez le panneau de la Benetton de Schumacher, L14, ça signifie évidemment laps 14. On va peut-être le faire rentrer donc dans 14 tours. En tout cas, les stratégies pour les arrêts de ravitaillement, les changements de pneus ici se divulguent petit à petit pendant la course, et on s'oriente vers un seul arrêt chez Williams Renault, peut-être 2 chez Benetton. Peut-être 2 chez Benetton, qui nous a toujours habitués à une tactique très très pointue, d'ailleurs comme la Scuderia Ferrari. Sur ce plan-là, ce que le panneau indiquait également, c'était que Schumacher avait 1 seconde et 4 dixièmes de retard sur Damon Hill, et puis plus de 22 secondes d'avance, plus de 21 secondes d'avance, pardon, sur Rubens Barrichello. Et là déjà, les leaders ont commencé à doubler les attardés. On avait tout à l'heure Jean-Marc Gounod, et maintenant c'est David Brabham
qui va être doublé par Damon Hill. Donc là, justement, toujours le trafic qui peut avantager un pilote. Et là, ici, c'est certainement Damon Hill qui va en profiter puisqu'il a réussi à passer devant juste avant ce virage. Et par contre, il va gêner un tout petit peu Michael Schumacher, donc il devrait réussir à prendre un tout petit peu de temps. Alors on va attendre, alors que là, oui, c'est Comas qui est en panne. C'est visiblement là aussi un moteur, ça part de la pause d'air, un plus pour la roue, pas de chance pour cette équipe. Et c'est un peu dommage que Cosworth, compétition client, ne soit pas à même de lui fournir du matériel qui tienne le coup. C'est un peu pareil d'ailleurs aussi chez Minardi, mais Minardi ils ont un peu plus de chance quand même, ils cassent un peu moins. Chez Minardi, c'est Alboreto qui a l'air d'être visé par le mauvais sort. C'est sur lui que tombent les ruptures de moteur. On ne peut pas dire que le pilote soit vraiment concerné par une rupture de moteur. Il y a une épidémie chez Cosworth. Elle tombe sur l'écurie Larousse et chez Minardi, sur Alboreto. On surveille Michael Schumacher. On avait dit lap 14, c'est-à-dire le 14e tour. Voir ce que cela signifie. Peut-être donc un premier ravitaillement. On suit toujours Michael Schumacher en deuxième position. Ou alors ça signifie dans 14 tours qui amènerait à 26, ce qui serait tout déjà de la mi-course, donc ce qui ferait un seul arrêt. Oui, je pense que lap 14, ça veut dire qu'il aura son ravitaillement dans 14 tours. Non, oui, Pierre. Oui, eh bien, peut-être pas dans 14 tours, puisque vous le constatez derrière moi. On se prépare chez Benetton en ravitaillement. Alors, est-ce un choix tactique? Je ne le crois pas. Ce serait plutôt suite à un incident, parce que les mécaniciens ont réagi très vite à un ordre des ingénieurs à la radio. C'est peut-être Verstappen aussi. Il faudrait les voir. Ils ont jailli du stand à toute vitesse. Oui, peut-être pour Verstappen, pourquoi pas, qui est en 6e position pour l'instant, comme c'est écrit sur votre écran. En tout cas, tout a l'air de bien se passer pour Schumacher, qui tourne au rythme de 1,28 régulièrement. Il n'est qu'à 1 seconde 6 de Damon Hill. Je ne crois pas que sa voiture amorce un début de panne. Là, il y a du monde sur l'écran. C'est Beretta qui prend un tour. Oui. Beretta, après c'est Eric Bernard et ensuite, il me semble, c'était Michele Alboreto. Alors, Pierre Van Vliet. Oui, conciliabule chez Benetton entre les ingénieurs. Il y a la Tom Walkinshaw Show, Ross Brown. Et on discute, visiblement, ça se passe sur la voiture de Schumacher parce que c'est Pat Simon, son ingénieur qui est relié par radio. Alors peut-être une fausse alerte parce qu'effectivement les mécaniciens sont prêts, vous le constatez. On n'a pas encore sorti les pneus des couvertures chauffantes. On dialogue sans doute avec le pilote quand c'est possible. Alors que là nous sommes à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher. Et Damon Hill est bien passé dans le trafic. Il a réussi à justement intercaler des voitures entre lui et Michael Schumacher. Et justement, il va prendre un tout petit peu de distance et pouvoir respirer un tout petit peu. On a aperçu sur la gauche de l'écran un commissaire qui agitait un drapeau bleu à l'intention d'Eric Bernard pour lui signaler que Schumacher est en train de lui prendre un tour. Eric Bernard qui roule en 17e position. On avait du mal avec la caméra embarquée. C'est Damon Hill. C'est Hill qui s'arrête avant Schumacher. Damon Hill dans les stands. On attendait Schumacher et c'est Damon Hill qui s'arrête. Le leader. Alors ceci explique peut-être cela. Si Damon Hill parvenait si facilement à rester devant Schumacher, c'est qu'il avait peut-être très peu de carburant à bord en ce début de course. On va dire un arrêt à 7 secondes parce que malheureusement le réalisateur l'a oublié. Alors on va tout de suite à Paris, on se retrouve dans quelques instants. Dans le 17e tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui en comporte 60. Retour sur Michael Schumacher, à propos duquel Pierre Van Vliet a des informations affligeantes. Oui, une pénalité pour Schumacher, pénalité en raison du départ du pilote allemand. Il aurait anticipé le départ, en tout cas c'est la vision des commissaires sportifs de ce Grand Prix d'Angleterre. Chez Benetton, on va donc c'est pas vraiment un stop and go comme on dit, c'est plutôt un arrêt. Alors que Blundell s'arrête maintenant, c'est plutôt un arrêt et plutôt 5 secondes de pénalité, disais-je. Mais on est prêt chez Benetton à recevoir Schumacher, vous le voyez. Et peut-être que l'équipe Williams, apprenant la pénalité de Schumacher, a adapté quelque peu sa tactique, ce qui expliquerait cet arrêt extrêmement tôt dans la course pour le pilote anglais. Un arrêt de 9 secondes et 7 dixièmes pour Blundell. Alors que le classement pour l'instant c'est un Schumacher, 2 Berger. Et voilà, Schumacher s'arrête, Jean-Louis. Schumacher est dans la voie des stands. On va le regarder. Voici dans la voie des stands. On va voir, c'est au bout là-bas normalement qu'il y aura la pénalité. Non, d'abord, il s'arrête à son stand. Il s'arrête à son stand. Oui, arrêt au stand de Schumacher, on ravitaille, on change les pneumatiques en même temps.
il n'a pas le droit d'effectuer sa pénalité au moment d'un arrêt ravitaillement, Oui. c'est le règlement. Oui, Donc il absolument. repart, il faudra qu'il s'arrête de nouveau. S'il espère s'en tirer ici en s'arrêtant 5 secondes au bout des stands sur la zone de pénalité, il se trompe, mais je ne crois pas qu'il se trompe. Ils ont fait ça sciemment chez Benetton. Et la pénalité qui risque de frapper, qui n'a pas encore frappé Schumacher, mais qui est affichée, cette pénalité pour départ anticipé me rappelle un autre mauvais souvenir du même genre. C'est celle dont avait été victime Prost l'année dernière au Grand Prix de Monaco, parce que là, franchement, le départ anticipé de Schumacher dans ce Grand Prix, il a sauté aux yeux de personne. Alors, Ravitaillement pour David Coulthard de chez Williams sur la seconde Williams-Renault. Donc effectivement, tactique à 2 ravitaillements certainement pour Williams-Renault, aussi bien Démonil que Coulthard. Poursuivez, Johnny. Eh bien, on peut se demander si les dirigeants du sport automobile ne sont pas préoccupés de pénaliser artificiellement le pilote qui dominerait afin de relancer artificiellement toujours les courses, parce que là, franchement, j'aimerais bien revoir le départ pour voir combien Schumacher l'a volé, un petit peu comme l'année dernière Prost à Monaco, quoi. Oui, la voiture de Prost avait frémi quand il est passé. À l'arrivée de la course, mais il était furieux et peut-être que cette décision avait d'ailleurs contribué à la décision qu'il devait prendre plusieurs mois plus tard d'interrompre sa carrière. Mais je peux vous le dire, Johnny Rev, elle y a contribué, elle y a absolument contribué. Pour l'instant, eh bien, c'est Berger qui apparaît dans le 18e tour en tête de la course devant Schumacher, Hill, Barrichello, Alesi et Verstappen. Voici pour les 6 premiers, mais oui, bien sûr, le réalisateur vient donc sur cette Ferrari 412 T1 avec Berger. Ici, en l'état, Schumacher avait sa pénalisation, alors que Berger ici déboîte pour doubler Brabham. Eh bien, on en resterait, oh là c'était très très chaud ici à Copse, on en resterait bien sûr sur un classement ayant un peu cet aperçu. Mais Jean-Louis, je me rends compte que la pénalité dont était menacé Schumacher n'est plus affichée. Oui, alors là, ça commence à devenir un petit peu la bouteille à l'encre. Pierre, vite, vous avez des informations? Oui, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Effectivement, elle n'est pas affichée. On sait que elle l'était, elle ne l'est plus. Chez Benetton, on est allé à la direction de course aussi. Peut-être qu'on est parvenu à plaider bonne cause en ce qui concerne Schumacher et ce départ soi-disant anticipé. Bien, en tout cas, pour l'instant, Schumacher, il est dans les roues de Gerhard Berger, prêt à récupérer le bien qu'il avait perdu lors de son ravitaillement, ce bien qu'il avait obtenu après l'arrêt ravitaillement de Damon Hill, maintenant en 3e position. Une fois de plus, on a pu voir que l'équipe Benetton a fait un ravitaillement éclair, puisqu'il était tout à l'heure derrière Damon Hill et qui se retrouve largement devant lui, puisqu'il est juste derrière Berger et que maintenant Damon Hill pointe seulement au bout de la ligne droite ici, donc il a dû gagner du temps. Malheureusement, on n'a pas vu les temps s'afficher, mais je pense qu'il y a dû avoir facilement 2 à 3 secondes de moins du côté de chez Benetton avec entrée et sortie des stands compris. Mais il profite du fait que Schumacher est un petit peu bloqué par Berger pour se rapprocher de l'Allemand. L'écart était de 3 secondes au 18e tour et au 19e passage, il n'est plus que de 2 secondes 2 entre la Benetton de l'Allemand que l'on voit ici derrière la Ferrari de Berger et la Williams-Renault de Damon Hill qui approchait du virage de Stowe que voici. Eh bien écoutez, en tout cas, si l'histoire de la pénalisation fantôme pour l'instant de Schumacher réapparaît, eh bien notre réalisateur à Paris, Dominique Guimont, est prêt à nous remontrer le départ. Si on en a besoin, eh bien nous verrons exactement ce qui s'est passé pour que les commissaires puissent agir ou aient eu l'intention d'agir de cette façon. Pour l'instant, le classement, il est toujours Berger et Schumacher dans cet ordre. J'ai l'impression, Paul, qu'avec la Ferrari et la Benetton Ford, c'est un peu ce qu'il y avait tout à l'heure avec la Williams-Renault et la Benetton Ford, c'est-à-dire que dans les morceaux, les portions de circuit où il faut vraiment accélérer, la Ferrari est là. Par contre, dès qu'il y a quelques courbes un peu serrées, c'est différent. Oui, surtout que la Ferrari, tout le monde sait aujourd'hui que c'est le moteur le plus puissant, peut-être pas le plus facile à utiliser, donc je crois qu'il profite ici de circuit avec ses courbes rapides et puis cette longue descente également qu'il y a justement après CS en allant vers le virage de Stowe, qui permet à Gerhard Berger de rester devant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très très difficile de doubler sur ce circuit, surtout quand les voitures sont aussi proches. Et là on voit que les 3 hommes tournent pratiquement dans des temps identiques.
à part Damon Hill qui lui arrive à tourner sous la minute 29 en tout cas. Tout à l'heure Berger a fait une 29.323 et une 29.418 pour Gerhard Berger et Michael Schumacher, donc ils sont exactement dans le même temps. Alors que je crois que la caméra de Pierre Van Vliet, oui, pour nous montrer dans le stand pour le ravitaillement de l'autre Benetton, celle du jeune pilote hollandais. Un ravitaillement rondement mené, oui, très bien, avec très un court. calme absolument 7 olympien. secondes. Bah oui, je peux vous dire que c'est dans un flegme tout britannique que ça se déroule. Chez Ferrari, ça se précise pour Berger, dans un tour, le leader devrait rentrer au stand à son tour pour se ravitailler. Justement, on va suivre ça. Auparavant, on fait un jeu top position, Pierre. Ah, c'est chaud, très très chaud dans la boîte de vitesse en titane de la Ferrari. Menace, intimidation. Mais non, là c'est vraiment des menaces directes qu'il y a de la part de Schumacher sur Berger. Pierre. Attention, on annonce un drapeau noir pour Michael Schumacher. Il faut ouvrir l'œil, Jean-Louis. C'est qui la pénalité? Voilà, le drapeau noir a été présenté avec le numéro 5. Flag avec le numéro 5. Mais ça c'est grave, le drapeau noir, attention. Ça veut dire abandon de la course normalement Ah oui, mais pour oui. Michael Schumacher. Donc apparemment ils ont dû refuser la pénalité. Il n'a pas dû rentrer dans le nombre de tours qu'il y avait qui était imparti. Et maintenant ils lui mettent le drapeau noir. Attention, ça change radicalement le problème. On va suivre ça. Voilà, c'est écrit sur l'écran, drapeau noir pour Michael Schumacher. Alors là, c'est grave, extrêmement grave. Schumacher qui essaye de déboîter. L'a-t-il vu? On se souvient des problèmes de Mansell à Estoril, vous vous souvenez, au Grand Prix du Portugal. Là, bien sûr, il y a la radio, mais enfin bon, à l'époque aussi, il y avait la radio, Paul. Paul Belmondo, très honnête, me dit non mais Jean-Louis, il y a la radio. Oui, je sais. N'empêche qu'au Portugal, Mansell ne l'avait pas vu avec un contre-jour terrible d'ailleurs. Il faut bien le dire à la décharge de Mansell. Il y a la radio et il y a le panneau aussi. Et là, il se bat comme un furieux avec Berger. Voilà Briatore. Ou alors il espère être arrêté et pouvoir repartir. Donc chaque dixième de seconde de gagner est gagné. Oui, bien sûr. Oui. Flavio Briatore qui manifeste. Tom Walkinshaw qui est pas content. Qui a l'air en colère. Et voilà, Schumacher qui dépasse Berger. Schumacher qui a passé Que Berger. va-t-il faire? Moi, je pense que Berger a dû voir que Schumacher avait le drapeau noir, donc là il n'a pas insisté, il a préféré le laisser partir, surtout qu'il va certainement rentrer au stand. Et non, il ne maintenant. rentre pas. Oui, Berger rentre, mais pas Schumacher. Et oui, Schumacher attention. continue sa course. Le drapeau noir lui encore Le présenté. voilà, oui, avec le le voilà. numéro 5. Agité avec le numéro 5, alors que Damon Hill, lui, était, je crois, avoir vu ça en passe de dépasser... Voilà Gerhard Berger. Oui, on chronomètre, Pierre. Berger avec la Ferrari qui s'arrête. Olivier Panis est juste arrêté devant lui sur la ligier. Panis repart. Ravitaillement, changement de pneumatique très rapide chez Ferrari. 7 secondes 5, Berger, attention là-bas au bout. C'est très glissant, vous le savez. Mon cher Gerhard, vous avez touché le rail ici même hier après-midi. Oui, je comprends, il va très doucement. Mais à sa décharge, Paul Belmondo l'a expliqué tout à l'heure, c'était très glissant. Et on revient donc sur Michael Schumacher, où ça s'agite du côté de Benetton. Je vois que la caméra suit Flavio Briatore et Tom Walkinshaw. Il y a de la colère dans l'air. Bien sûr, chez les Anglais, on n'aime pas la désobéissance, mais bien sûr que s'il y a eu une contestation, on ne peut pas demander à la fois au pilote de rentrer dans le même instant. Là, c'est Flavio Briatore qui discute avec les représentants de la FOCA. On va voir ce qui s'est passé exactement. Ce représentant de la FOCA qui auparavant distribuait les billets et qui maintenant a pris un rôle de plus en plus important. Voilà. Il distribue les prunes. Voilà les dépassements, comment ils se sont produits très bien vu de l'hélicoptère, ça rapprochait des Monils. Et Schumacher ne s'arrête toujours pas. Il passe devant les stands. Attention, ça c'est grave parce que là, s'il y a désobéissance, ça fait au moins 3 va fois qu'il passer prend le drapeau au-dessus noir. de lui et il peut écoper d'une suspension de licence. Là, attention à Michael, il faut choisir et son équipe doit choisir parce que sinon ça risque d'être grave. En tout cas, ce que je ne voudrais pas, c'est me trouver devant ceux qui vont se trouver devant Tom Walkinshaw dont on connaît les colères, ils sont absolument légendaires. Explication de texte entre Roland Brunserat, on lui a montré, je crois que c'est Roland Brunserat qu'on voit de dos, on lui a montré 2 fois ou 3 fois le drapeau noir. Tom Walkinshaw lui discute
À droite, il y a les mécaniciens. Alors là, ça va faire des polémiques parce que dans Ouais. les autres écuries, on compte bien que la sanction, juste ou pas, qui a été annoncée soit appliquée. Bah oui, parce que sinon il n'y a plus de tactique possible, ni de stratégie possible. Non, de toute manière, je pense que là, c'est entendu en ce qui concerne Michael Schumacher. Oui. Là, la course, elle est perdue pour lui. Par contre, ce qui est grave, c'est qu'il peut risquer une sanction beaucoup plus grave. Voilà ce que dit. Voilà notre ami Tom Walkinshaw qui va discuter avec Roland Brunserat et qui va lui dire, écoutez, je crois qu'on a fait contestation sur cette punition. Le temps qu'on fasse qu'on la conteste, eh bien laissez-nous au moins le temps après que vos ordres soient respectés. Voilà, ça discute encore. Pierre Van Vliet, vous êtes très près, je vois que vous tendez l'oreille. Exactement. Et ce qui se passe pour l'instant, Tom Walkinshaw est en train de... Moi, je me fais... Oui, fais bien sûr, chez oui, Benetton, oui. mais j'ai tendu le Oui, reste. alors, il disait quoi? Je peux vous dire ce qui s'est passé. Alors, allez-y. Voilà, Tom Walkinshaw dit, voilà, nous avons été informés par la radio et par le computer qu'il y a 5 secondes de pénalité pour Michael Schumacher, mais aucune instruction quant à la procédure à suivre. Faut-il s'arrêter? Est-ce un stop and go penalty, Oui, comme on dit? Ou bien est-ce que c'est sur le computer que ça apparaît, comme vous l'avez sans doute vu? Tom Walkinshaw dit, on n'a pas été informé par les commissaires, par les marshals, et donc il y aurait faute de procédure en quelque sorte. C'est pour ça que dans le doute, eh bien l'équipe Benetton préfère laisser Michael Schumacher poursuivre la course. Bien sûr, Johnny, je fais appel à votre mémoire. Une pénalisation de 5 secondes, c'est jamais arrivé. Non, jusqu'à présent, on a connu la minute, on a connu les 30 secondes, on a connu les 10 secondes comme l'année dernière Prost à Monaco. 5 secondes, c'est la première fois. Peut-être ont-ils voulu faire preuve d'une relative mensuétude. Ça tombe Mais mal. ce que j'apprécie beaucoup dans le témoignage que vient de nous rapporter Pierre Van Vliet, c'est la franchise, le naturel franc et direct de Walkinshaw qui dit « Oh ben, on n'a pas bien compris ce que vous voulez dire ». Bon, en tout cas, ça nous donne pour l'instant au classement, naturellement, de notre computer Schumacher avec 1 seconde et 8 dixièmes d'avance devant Damon Hill. Et puis allez-y en 3e position. Allez-y, qui si ma mémoire est bonne, que je n'ai pas vu, allez-y, Voilà. je n'ai pas vu s'arrêter encore. Allez-y, Hakkinen, 3e et 4e, ne se sont pas encore arrêtés à leur stand, alors que Berger est 5e après son arrêt. lui. Et que nous approchons naturellement de la mi-course, ce qui signifie que Jean Alesi, comme Mika Hakkinen, pourrait faire un seul arrêt à ravitaillement. Et alors pour revenir à l'exemple que vous citiez tout à l'heure, Jean-Louis de Mansell, qui avait reçu le drapeau noir, qui ne s'était pas arrêté, qui n'avait pas obtempéré au Grand Prix du Portugal en 90, rappelons que pour n'avoir pas obtempéré à la sanction, Mansell avait s'était vu infliger une amende assez importante en dollars et il n'avait pas été autorisé à disputer le Grand Prix suivant, qui était le Grand Prix Pierre Van d'Espagne. Vliet, oui, Pierre Van Vliet, oui. Roland Brunserat ne veut pas vous parler, mais il s'est passé quoi? Refuse de s'exprimer. C'est le secret de l'instruction. Ah oui, Pierre. vous savez, la FIA, depuis Imola, hein, on sait comment ça se passe. En tout cas, un show en direct dans la course. Du côté de Flavio Briatore et Tom Walkinshaw, on n'est pas content, je peux vous dire. Walkinshaw est en train de donner ses instructions à Ross Brown, le directeur technique de Benetton, peut-être pour contraindre Michael Schumacher à jeter le gant. Nous allons pouvoir nous en rendre compte dans quelques instants. Voilà, à gauche, Walkinshaw, au centre, Villa del Prat, le team manager, et puis là, Flavio Briatore, le patron de l'écurie Benetton, et ci devant, propriétaire de l'écurie Ligier Renault. Alors, un panneau Oui. sur le box de Benetton, un panneau avec la flèche penalty. Ça veut dire que je pense qu'on est arrivé à un compromis entre les organisateurs et l'écurie Benetton. Voilà. Eh bien, la pénalité, elle va être donnée maintenant. Michael va donc s'arrêter, sans doute 5 secondes, et puis repartir. Mais il semblerait que la course puisse continuer quand même pour lui. Eh bien voilà, il faut tenir le coup. Nous sommes dans le 27e tour de course et le classement, notez-le bien, c'est un Michael Schumacher en tête physiquement de ce Grand Prix d'Angleterre. En 2, c'est Damon Hill à 3 secondes et 95 millièmes. En 3, c'est Alesi à 11 secondes de Schumacher. En 4, c'est Hakkinen à 22 secondes. En 5, Berger à 34 secondes. En 6, Barrichello à 39 secondes. Le 7e, c'est Frenzen. Le 8e, c'est Coulthard. Le 9e, c'est Katayama. Le 10e, c'est Verstappen. 11, Martini. 12, Fittipaldi. 13, Herbert. 14, Alboreto. 15, Panis. 16, Beretta. 17, Bernard. 18, Goulon. 19, Brabham. Alors que je vous donne tout cela pour que vous puissiez mesurer l'étendue des dégâts de la pénalisation de Michael Schumacher. Un petit mot sur Olivier Panis, Jean-Louis, qui avait effectué un excellent début de course et qui malheureusement n'est plus que 15e à un tour de Schumacher
Il s'est arrêté 2 fois déjà, donc il y a eu un ravitaillement. Et puis il a dû avoir un ennui avec sa Ligier. Il est 15e. Paul Belmondo. Maintenant, c'est pas impossible qu'on ait une réaction de Frank Williams qui va dire comment il y avait le drapeau noir, pourquoi il n'y a plus de drapeau noir, et peut-être à son tour, il va aller discuter un petit peu. Donc, je crois qu'on va avoir des remous à la fin de ce Grand Prix. Il est certain que quand on va prendre des décisions aussi importantes et aussi graves, il faut les prendre pour de bon. Attention, on va mesurer la pénalité, c'est sans doute... Voilà Schumacher qui passe à 120 km/h comme il se doit, jusqu'à la sortie des stands où il va s'immobiliser. 5 secondes, 10 secondes, c'est selon. Bon, alors pas de caméra embarquée, ça serait mieux de nous le montrer directement. 1, 2, 3, 4, 5 et c'est bon, et c'était 5. Et voilà, attention doucement, là c'est glissant. Et c'est reparti pour Michael Schumacher et on va donc attendre le verdict du 28e tour. On sait déjà que Damon Hill est passé en tête. Je pense que Jean Alesi était peut-être un peu loin, mais on va voir tout de suite cela. Alors que là, les caméras reviennent sur donc le nouveau leader de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Damon Hill à bord de sa Williams-Renault. Et qui va devoir d'ailleurs tailler sa route dans le peloton des retardataires. Damon Hill qui possède 9 secondes et 1 dixième d'avance sur Jean Alesi, désormais 2e, et Hakkinen sur la McLaren Peugeot est 3e, mais bien plus loin, il est 11 secondes derrière Alesi. Hakkinen et Alesi qui ont prévu de ne ravitailler qu'une seule fois, alors qu'apparemment ceux qui ont ravitaillé autour des 15e, 20e tours vont s'arrêter une seconde fois pour remettre de l'essence et changer de pneu. C'est imminent en ce qui concerne Hakkinen. Les mécaniciens se préparent chez McLaren, alors que d'habitude McLaren nous avait habitués à une tactique avec en multipliant les arrêts pour ravitailler et changer de pneus. Il n'y en aura qu'un pour lui comme pour Jean Alesi. Ce sera peut-être la bonne tactique. C'est le moment pour Jean Alesi. Voilà Jean Alesi, je pense, dans les stands. Ferrari, le voici. Et Mika Hakkinen qui apparaît aussi. Top pour Alesi. C'est la mi-course. On a pu voir juste avant Fittipaldi qui a sérieusement fermé la porte à Damon Hill. Et c'était très très chaud là. Alors Jean Alesi s'est arrêté un petit peu plus longtemps que nous y habitue la Ferrari, parce qu'un mécanicien a été occupé à nettoyer une prise d'air, la bouche d'entrée d'air de refroidissement des radiateurs côté gauche de la voiture. Peut-être que Jean Alesi a heurté un obstacle, a ramassé un obstacle dans le ponton où est enfermé le radiateur d'eau gauche, et un mécanicien a nettoyé, a poussé un bras à l'intérieur de ce ponton pour nettoyer ce radiateur. 8 secondes 7. Alors, avant ce ravitaillement de Jean Alesi, le classement était le suivant. 1 Damon Hill, 2 Jean Alesi, 3 Michael Schumacher, 4 Mika Hakkinen, 5 Gerhard Berger, 6 Rubens Barrichello. Mais bien sûr, vous savez que Hakkinen et Alesi viennent de s'arrêter pratiquement en même temps, et que donc le classement de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, on est pratiquement maintenant à la mi-course, va rebondir une nouvelle fois. Et Schumacher, qui doit donc occuper la 2e place derrière Hill, compte 22 secondes et 1 dixième de retard sur l'anglais. Damon Hill sur la Williams Renault en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne avec 22 secondes 1 sur la Benetton Ford du leader du championnat du monde, Michael Schumacher. Alors je pense qu'à ce point de la course, si Dominique Guimont à Paris est prêt, je pense qu'il serait bon que nous puissions revoir exactement le départ de Michael Schumacher. Le voici. Oui, franchement. Oui. Franchement, merci Dominique Guimont. Oui. C'est comme le départ de Prost à Monaco. Ça, c'est vraiment, je vois pas où ils ont trouvé le centimètre qui manque. Le rouge, allez-y pour le vert, Dominique. Voilà, il part au vert. Il part au vert. Il part au vert. Il part un tout petit peu avant Damon Hill, mais au vert. Il part, bien sûr, au moment où le rouge s'éteint. Oui. Ça, c'est classique chez les pilotes de course et les pilotes de Grand Prix. Paul Belmondo. Tout à fait, je crois que les pilotes ne regardent pas pour démarrer au moment où le feu passe au vert, mais partent au moment où le feu rouge s'éteint. Bien sûr. Donc dans ce cas-là, il suffit que, on a pu le voir d'ailleurs, il y a eu un temps un tout petit peu plus long entre le rouge et le vert, et ce qui fait que Schumacher on va aller anticiper d'1 dixième le vert, mais je crois que c'est exactement la même chose qui est arrivé à Alain Prost. La sanction est sévère, et je crois que, comme disait Johnny, bon, on essaye peut-être
un tout petit peu donner intérêt au championnat du monde. Oui, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Peut-être, en tout cas, Demonil devant Michael Schumacher, 3 Gerhard Berger, 4 Rubens Barrichello, 5 Jean Alesi, 6 Mika Häkkinen. C'est ce qui est inscrit sur votre écran. Et c'est le bon classement. L'écart, c'est 20 secondes entre Hill et Schumacher, 34 secondes entre Hill et Berger, 38 secondes entre Hill et Barrichello, 45 secondes entre Hill et Alesi, et puis 53 secondes entre ce même Demonil et Mika Häkkinen. On va à Paris et on se retrouve après ce deuxième tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui en comporte 60. Et par conséquent, la mi-course maintenant est dépassée. On a vécu une première partie assez sensationnelle, il faut bien le dire, non seulement sur le plan du pilotage, mais aussi sur le plan un petit peu scandaleux de cette pénalisation dont a été affublé Michael Schumacher. Dominique Guimont à Paris, notre réalisateur, nous a remontré les images et franchement, eh bien, de mémoire de pilote de course, on sait que quand le rouge s'éteint, c'est pour que le vert s'allume et par conséquent on lâche l'embrayage. Donc pour nous, excusez-nous messieurs, Michael Schumacher n'a pas volé le départ. On est maintenant à bord de sa Benetton Ford à Michael, il est en deuxième position et c'est Demonil alors qu'il s'apprête à dépasser Jean-Marc Gounon, directement Jean-Marc Gounon, sans coup faire rire en tout cas. Gounon qui ferme la marche à bord de la Simtech, Gounon qui est précédé de son équipier David Brabham sur l'autre Simtech à moteur Ford. Cette Benetton, Paul Belmondo, elle n'a pas beaucoup été modifiée, même pas modifiée du tout entre Manico et Silverstone parce qu'il y avait très peu de temps, mais globalement c'est une voiture qui évolue à toute petite touche. Oui, je crois, abandon de Jean Alesi, il me semble. Ah, quel dommage! Jean Alesi ou Berger? Non, Gerhard Berger. Gerhard Berger, qu'est-ce qui se passe pour Gerhard Berger qui rentre sur sa lancée? Aïe, aïe, aïe. Troisième. Oui, ça sort fort du côté du renifleur, d'huile ou d'eau. C'est peut-être un moteur, ça peut être également une boîte de vitesse. Oui, mais c'est possible que ça soit une boîte de vitesse, que ça peut être la surpression tout simplement de l'huile donc qui sort, donc c'est pas impossible. Mais apparemment il continue, ça doit pas être. Ça doit plutôt être juste il se gare. Ça doit être il se gare pas, c'est un raccourci pour rentrer au stand normalement par là. Oui, il va essayer de rentrer au stand. Et donc on revient sur la Benetton Ford dont on parlait, Paul. Mais je crois justement c'est une voiture qui même entre l'année dernière et cette année n'a pas spécialement évolué. C'est-à-dire qu'ils ont gardé la même base depuis plusieurs années, comme ça avait été le cas avec les McLaren MP4. C'est-à-dire qu'ils font des retouches, ils ont une base de voiture qui est très bonne et améliore un tout petit peu le fond plein, un petit peu un aileron, modifie un tout petit peu une épure de suspension et c'est la raison pour laquelle la voiture arrive à garder son avance tandis que les autres sont obligés de faire des pas beaucoup plus importants puisqu'ils recherchent plus de temps puisque le but c'est de passer devant. Donc ils font des modifications qui sont plus importantes et qui modifient beaucoup plus les voitures tandis que Schumacher a exactement la même voiture pratiquement tous les week-ends et ils ont une base de réglage qui reste la même, juste ils ont des petites évolutions, donc un peu plus d'appui aérodynamique, un peu moins de traînée, des choses comme ça. C'est très important. Un jeu top position très vite. Et on revient sur David Coulthard qui rentre dans les points. C'est quand même une très très belle remontée. N'oublions pas que David Coulthard, ayant calé lors du premier tour de mise en place définitive de la grille, eh bien, était obligé de partir en dernière position derrière le peloton. C'est quand même assez formidable, n'est-ce pas, Paul? Tout à fait. En plus, il vient de se débarrasser de Mika Häkkinen. Il est maintenant en 5e position. Et voilà, on va revoir de nouveau. Le départ, bah oui. Le réalisateur anglais s'est dit à propos, ça serait pas idiot qu'on revoie tout ça. Mais ça, c'était déjà tout à l'heure. Oui, Paul. Et là, Coulthard fait une superbe course. Il est maintenant à 4 secondes 5 de Jean Alesi. Et on va sûrement assister à un beau duel entre les deux pilotes. Et j'espère que le réalisateur va nous le montrer. Alors que la caméra qui est avec Pierre Van Vliet pourrait peut-être nous montrer Gerhard Berger qui est rentré directement dans son garage chez Ferrari. Et la voiture s'est immobilisée. Moteur coupé. Gerhard est sorti de la voiture. Et on vient aux nouvelles. Oui, on voit Pierre. On peut en donner de Jean Alesi sur la seconde Ferrari qui ne Gerhard, what happened exactly? Gerhard, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, c'est un problème de moteur. Le moteur qui a cassé.
Hélas pour Gerhard qui était bien placé. Oui, Johnny. Et je ne sais pas si le moteur de Jean Alesi va bien parce que actuellement Jean tourne en 1 minute 33 alors que Barrichello, avec lequel il était en bagarre après son arrêt, tourne en 1:30. Il perd du temps, Jean Alesi. Est-ce que ce sont les températures qui sont en train de s'affoler? Pourtant, normalement sur la nouvelle Ferrari, justement, on a beaucoup gagné en température. Je crois que c'est 10 degrés à l'eau et 20 degrés à l'huile avec ces nouveaux pontons. C'est pas impossible que ce soit un problème de température, puisque tout à l'heure vous disiez que justement on a enlevé des débris dans les radiateurs de Jean Alesi. Donc c'est peut-être pour ça, ils ont sûrement un problème de température et je crois que c'est peut-être la cause de la panne de Berger et peut-être qu'il ralentit actuellement Jean Alesi. Là qui vient de retourner en 1:31.5. Bonne nouvelle pour Jean, il a repris un rythme convenable, le même que celui de Barrichello. Mais 12 secondes le séparent du jeune Brésilien, il est 4e, Jean à 12 secondes de Barrichello. Et 2 secondes 3 pour David Coulthard, donc il se rapproche très dangereusement maintenant de Jean Alesi. Et par contre, Damon Hill et Schumacher gardent à peu près un écart qui est constant, qui oscille entre 20 et maintenant 18 secondes et demie. Par contre, Schumacher a quand même tourné ce tour-ci 7 dixièmes plus vite. Donc il remonte tout doucement, mais en tout cas, ça donne la possibilité pour l'instant à Damon Hill de faire un ravitaillement d'ici la fin. Oui, alors la question justement, c'est ça, il faut se la poser. On va naturellement surveiller cet écart de très près. Voilà Jean Alesi maintenant avec Coulthard, la seule Ferrari escapée qui précède David Coulthard, Mika Hakkinen, Ukyo Katayama toujours là, et puis Jos Verstappen, Hans-Harald Frentzen, le 10e étant Christian Fittipaldi. Le point sur les Français toujours. Notre ami Olivier Panis est en 13e position et Eric Bernard 15e, Olivier Beretta 16e, Jean-Marc Gounon 18e et le dernier, il reste pour l'instant 18 voitures en course dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est étonnant qu'à un moment où on croyait avoir atteint un certain seuil de fiabilité sur les voitures, eh bien on a vu en France et en Angleterre que, eh bien ma foi, ça résistait mal à la chaleur. C'est que les pilotes tirent au maximum sur leur mécanique, ils attaquent sur les freins, sur les pneus, sur les moteurs, sur les boîtes. Ils ne laissent aucun répit à leur machine. Celle-ci est poussée à ses limites extrêmes, d'où les pannes. Absolument. Et Jean Alesi qui tourne quand même, qui est le moins rapide de ce groupe, puisque Barrichello est en 1:29 et lui en 1:31 et Coulthard juste derrière est en 1:30. Donc on va voir, là c'est bien, le réalisateur va nous montrer le dépassement de peut-être de Coulthard sur Jean Alesi, mais on va avoir sûrement une bonne bagarre entre les deux hommes. Ah, c'est sûr que ça va pas lui plaire à Jean qu'un genou vienne ici le taquiner. Alors que là c'est un dépassement sans coup férir. Sur Beretta. Sur Beretta, Schumacher, Barrichello, Alesi, Coulthard. Et Coulthard justement qui fait une course fantastique parce que s'il arrive à doubler Jean Alesi, il aura un Barrichello qui ne sera pas loin de lui. Et s'il termine sur le podium ce Grand Prix, ça sera une très grande performance de sa part parce qu'étant parti dernier et finir 3e, c'est une très belle course. Oui. Il ne faut pas oublier que c'est seulement son 2e Grand Prix de Formule 1. Et ça sera pas mal quand même. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des fois ça aide qu'on ait des choses comme ça. Il est sur 3e Grand Prix, Paul, et bien sûr que c'était une belle performance. Il a été très convaincant, Coulthard, puisque vous savez que quand commençaient les revenus, ceux qui étaient entre guillemets opposés au retour de Mansell disaient quand même que Coulthard avait montré pas mal de bonnes qualités et qu'il était digne de figurer en tant que pilote de Formule 1 parmi les bons. Nous voici à bord de la voiture de Coulthard à la poursuite de Jean Alesi, dont la Ferrari semble être à la portée de la Williams Renault, mais on va voir comment Jean essaie de se défendre si c'est possible. Les attaques ne manquera pas de lui porter Coulthard. En voici une. C'est trop juste, ça c'est de l'intimidation. Pierre Van Vliet dans les stands. Arrêt de Damon Hill dans moins d'un tour maintenant. Le leader va s'arrêter pour un ultime ravitaillement, mais je pense que Schumacher devra en faire autant avant l'arrivée. Il y a 15 secondes exactement, Pierre, entre les deux hommes. 15 secondes entre les deux hommes. Il en tête devant Schumacher. Barrichello lui est 3e, beaucoup plus loin. Attention. Et on se prépare chez Benetton également pour les ravitaillements. Oui, attention, là c'est la guerre entre Jean Alesi et David Coulthard, entre la Ferrari, qui a donc sérieusement baissé de cadence, comme Paul Belmondo nous l'a fait remarquer à juste raison. Probablement, se dit-on ici que c'est un ennui de température, mais pour l'instant, il est certain que cette Ferrari est à la merci de la Williams Renault. Alors bien sûr, Jean Alesi va déployer toutes les ficelles, mais
ça va quand même être difficile de contenir Coulthard, d'autant que on est là entre deux moteurs qui sont les deux plus puissants, on peut dire, de tout le pack de la Formule 1. Tout ça dépend comment David Coulthard va sortir des S ici. S'il arrive à rester au contact de Jean Alesi, il devrait pouvoir le doubler à Stowe. Voici l'arrêt de Damon Hill. Oui, c'est ça. Alors, on va suivre l'un, on va suivre l'autre. Damon Hill. Le voilà, Damon. Il s'immobilise devant le garage Williams-Renault. Tout est prêt, évidemment. On sait que la course peut se jouer maintenant. Attention, c'est une caméra. C'est reparti. Ça, c'était une caméra sur le casque d'un ravitailleur. 10 secondes pour Damon Hill. Et voilà Schumacher dans la foulée. Et top pour Schumacher. On est fin prêt. L'essence coule. On en met juste ce qu'il faut et ça repart. 7 secondes 6. 8 secondes pour Damon Hill. 7 secondes 6 pour Schumacher. Les deux équipes repartent dos à dos, comme on dit dans le langage sportif. Ça nous donne pour l'instant ces deux hommes en tête, alors qu'il serait bon qu'on surveille. Les voici. Alesi et Coulthard. Et Coulthard qui a toujours pas doublé Jean Alesi. Et là, ça va commencer à se compliquer avec, je crois, c'est Johnny Herbert qui est juste devant avec la Lotus. Et qui va se retrouver entre les deux furieux. Là, ça va être intéressant. Ah oui, ça peut faire chaud. Johnny Herbert qui, lui, en 12e position. Il fait partie de ceux qui ont déjà concédé un tour. Le classement, je vous le rappelle, c'est 1 Hill, 2 Schumacher, 3 Barrichello, 4 Alesi, 5 Coulthard, 6 Hakkinen, 7 Katayama, 8 Verstappen. Et puis à un tour, on a Frenzen, 9e, Fittipaldi 10e, Martini 11e, Herbert 12e, Alboreto 13e, Bernard 14e, Beretta 15e, Panis 16e, Brabham 17e, Boulon 18e dans cet ordre. Là, on a vu David Coulthard sortir beaucoup plus vite que Jean Alesi du virage. Et là, à mon avis, ça va être dur pour résister pour Jean. Il a réagi, super. Il est resté jusqu'au bout. Il est resté jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est un très très beau duel, d'une parfaite correction jusqu'à présent. Très grand sportif. Très sportif parce que Jean Alesi est resté sur la gauche et n'a absolument pas fermé la porte à David Coulthard. Non mais Alesi, on connaît, c'est un seigneur. Donc dans ces cas-là, il n'ira pas chercher l'impossible dans le domaine de l'impolitesse. Au contraire, très grand sportif. Coulthard aussi, je suppose. En tout cas, il paraît en avoir toutes les qualités. Johnny, vous surveillez le chronométrage pour voir les deux hommes de tête et l'écart. Alesi résiste à Coulthard, mais ça n'est pas pour autant qu'il reprend un rythme équivalent à celui de Barrichello. Il tourne toujours au-dessus des 1 minute 30 secondes au tour. Il a des ennuis avec sa voiture, je ne sais pas lesquels, ça n'est pas des ennuis de moteur, puisque on voit que dans la ligne droite, il sait résister à la Williams-Renault qui s'arrête pour ravitailler. Donc voici Jean Alesi débarrassé de son moucheron. Ah oui. Et en tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le ravitaillement, avant le ravitaillement, il avait 15 secondes d'avance sur Schumacher et ils ont exactement la même chose sur ce tour-ci. Ça veut dire qu'en fin de compte, les deux hommes aucun des deux n'a perdu de temps dans le ravitaillement. Ils étaient à temps très équivalents. Coulthard, top pour lui, 9 secondes, toute ronde. Coulthard qui ressort des stands. Alesi débarrassé pour l'instant de la pression de Coulthard. Alesi loin de Barrichello qu'on ne voit pas beaucoup et qu'on devrait voir d'ailleurs plus souvent. 1 Hill, 2 Schumacher, 3 Barrichello, car le jeune Brésilien pour l'instant, eh bien, il est en passe de monter sur le podium quand même. Oui, pour la deuxième fois de la saison, et ce sera une belle performance de la part de Rubens Barrichello et de l'équipe d'Eddie Jordan qui est basée à exactement 400 mètres ou 300 mètres du circuit. Oui. Donc c'est une belle performance pour cette équipe qui est dans son jardin ici quand même. Barrichello très convoité. Ce matin dans Automoto, nous avons fait une interview de Jean-Pierre Jabouille qui nous disait qu'il était en passe de rentrer bientôt dans l'équipe McLaren Peugeot, le jeune Rubens. Et comme le sort peut être sévère parfois, puisqu'on a vu que Eddie Irvine, l'équipier de Barrichello, est tombé en panne dès le tout début du Grand Prix. Son moteur l'a trahi avant même le feu rouge, le feu vert. Et pour Barrichello, c'est l'inverse. Le voici en position de monter sur le podium avec la même voiture, préparée avec le même soin. Un petit peu de réussite aussi pour tous les sportifs, c'est connu. Mais en sport automobile où la mécanique intervient, c'est certainement à ce niveau-là le sport le pire qui soit. Oui, ça doit être très frustrant pour Eddie Irvine, qui est bon, même s'il est irlandais. Pour lui, c'est un petit peu son Grand Prix national ici quand même. Oui, bien sûr, bien sûr.
Irvine qui est un très bon pilote également et qui l'a prouvé en plusieurs occasions. Eh bien tiens, on nous a entendu, le voici. On ne l'a pas vu, mais il y a eu un dépassement de Katayama sur une Larousse. C'était chaud? C'était Katayama, c'était très chaud. Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis Moncé, j'ai une information assez importante à vous donner. Elle vient de nos amis de la FIA qui enfin se sont décidés à nous informer. Notre ami Martin Whittaker est venu nous voir en disant voilà, la raison de la pénalité de Schumacher et de son drapeau noir en l'occurrence, eh bien ce n'est pas parce qu'il aurait anticipé le départ, mais bien parce qu'il a dépassé dans le tour de formation. Au moment non pas du départ de la course, voilà, non pas du départ de la course, mais au départ du tour de formation. Et l'attaché de presse de la FIA a ajouté non sans humour, Schumacher a tellement l'habitude d'être en tête pendant les tours de formation qu'il a dû être distrait. Voilà donc la raison de la pénalité de Schumacher. Et donc nous retirons tout ce que nous avons dit à propos du fait qu'on essaierait d'arranger plus ou moins le résultat du championnat ou de l'intérêt de la compétition. Absolument, absolument. J'ai failli d'ailleurs vous le signaler car c'est un règlement qui est entré en vigueur ça en 1992. On doit rester à sa place. Mais je crois que de concert, et Michael Schumacher et Damon Hill, si on revoit les images de ce tour de formation, s'étaient livrés à une très grosse accélération, histoire de chauffer les pneus bien entendu, et puis de monter tous les régimes. Cela s'était passé de l'autre côté du circuit, bien sûr, sous les caméras de la télévision. Ça s'est passé, je crois, exactement dans Hangar Strait, la ligne droite du hangar, alors qu'ici c'est Jos Verstappen qui s'arrête. Effectivement, si tel est le cas, eh bien oui, Michael Schumacher a encouru cette pénalisation. Verstappen qui repart après 8 secondes 7. 8 secondes 7 dixièmes. Ce qui est une bonne chose parce que bon, on a bien regardé, il y avait vraiment pas de départ volé, donc là c'est bien qu'il y ait une explication à la sanction. Mais il est certain que si on veut l'absolue clarté dans les Grands Prix de Formule 1, lorsque le computer officiel comme celui-ci annonce 5 secondes de pénalité pour un pilote, eh bien il serait bon que nous ayons la cause exacte de cette pénalité, car sinon on ne peut qu'en déduire ce qui est le plus souvent, bien sûr, le plus courant, c'est-à-dire le départ volé. Et en l'occurrence, il ne l'était pas. Alors, tandis que l'autre sanction, eh bien l'autre faute, elle était, elle, parfaitement claire. Et pendant ce temps, Jean Alesi a reconquis la 3e place grâce à l'arrêt de Barrichello, le 2e ravitaillement de Barrichello. Alesi, qui lui a prévu de n'en effectuer qu'un seul sur la distance du Grand Prix, récupère la 3e place. Et le voici maintenant 3e, donc devant Hakkinen. Damon Hill qui mène toujours avec un écart similaire qui est toujours de 16 secondes, donc apparemment les deux hommes tournent toujours bien au-dessus de l'eau puisqu'ils sont en 1,29, c'est les seuls qui tournent dans ce rythme puisque tout le monde est en 1,31, hormis bien sûr Coulthard qui lui tourne en dessous d'un 1,31. Alors maintenant, Paul Belmondo, quelle peut être la stratégie alors que nous sommes à 16 tours de l'arrivée pratiquement, quelle peut être la stratégie et pour Damon Hill et pour Michael Schumacher si par hasard il y avait un ravitaillement qui devait se faire? C'est encore un peu short. Vous n'y croyez pas, vous? Un ravitaillement avant la fin de la course? Oui. Oh, là je pense pas, là je pense que les deux hommes vont aller jusqu'au bout du Grand Prix comme ça, et je crois que pour Schumacher ça va être difficile maintenant de revenir sur Damon Hill, puisque là on voit que Damon Hill tourne encore plus vite que Schumacher, puisqu'il vient de tourner en 1,28. Et il y a 17 secondes, avec 15 tours, ça va être dur. Maintenant, on a vu des revirements de situation, il peut y avoir beaucoup de choses, un pneu qui se dégrade et peut-être une usure plus importante sur la fin pour Damon Hill. Et Schumacher peut fondre sur lui, mais là je crois que Damon Hill a le Grand Prix à la portée de sa main. Mais comme vous savez, il faut attendre le dernier tour et le drapeau à damier pour en être sûr. Oui, je vais répéter pour la 20e fois la phrase de M. Ferrari. Pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Schumacher, 2e derrière Damon Hill, que voici, avec cette Williams-Renault, dont je vous dis que c'est à peu près la dernière apparition sous cette forme, car à Hockenheim, au Grand Prix d'Allemagne dans 3 semaines, c'est une toute nouvelle carrosserie qui viendra équiper cette Williams, qui sera également dotée pour la course du moteur Renault RS6 en version B, ce moteur que pour l'instant Renault Sport installe pour les qualifications pour les séances d'essai, mais qui n'a pas encore été validé pour la durée d'un Grand Prix. Et bien à Hockenheim en principe, moteur Renault RS6B
plus puissant grâce à un régime moteur maximal accru d'environ 400 tours minute. Donc ça nous donne un gain de à peu près 5% supplémentaire. C'est donc pas mal du tout. Et puis, en principe, une toute nouvelle carrosserie préfigurant une nouvelle génération de Williams. Autre changement qui interviendra à Hockenheim, c'est sur le plan réglementaire. Toutes les voitures devront être équipées d'une semelle de 1 cm d'épaisseur, semelle qui sera placée sous la coque, de l'avant à l'arrière de la coque, et qui contribuera à décoller très légèrement les pontons du sol, c'est-à-dire qui s'efforcera à travers le législateur a voulu à travers cette règle diminuer un petit peu l'effet de sol, donc l'adhérence, donc réduire la vitesse de passage en virage des F1. Oui, Paul, le mécanicien, le panoteur, je crois, de Damon Hill, s'apprête à lui passer un panneau sur lequel il était inscrit « Pompe à huile off ». Ça veut dire quoi? Ça, c'est un langage technique, ça veut dire qu'il faut débuler, utiliser cette pompe pour réalimenter le moteur V10 Renault. En tout cas, c'est un langage technique. Certainement, il doit y avoir sûrement une manière de mettre la pompe à huile en marche dans la voiture de Damon Hill, et tout simplement on lui demande de l'enlever. Là on le voit bien, oil pump off, donc très certainement peut-être il y a un moyen d'amorcer, peut-être justement lorsqu'il faut un arrêt au stand, peut-être il doit enclencher une pompe à huile pour éviter que l'huile circule, et peut-être de l'éteindre à la sortie du ravitaillement, et peut-être là Damon Hill a oublié de le faire. Alors de bonnes nouvelles d'Alési. Pendant ce temps, tout à l'heure, on était un petit peu inquiet en voyant que le rythme de Jean n'était pas très élevé par rapport à celui de Barrichello, mais maintenant ça commence à reprendre une allure normale. Il tourne en 1:30 à peu près, et il résiste très bien à Hakkinen, mieux que ça même, puisqu'il se détache un petit peu de la McLaren Peugeot. Il a maintenant une dizaine de secondes d'avance sur Hakkinen, et il conforte sa 3e place. Résistera-t-il à Barrichello qui vient de mettre des pneus frais? C'est à voir. Barrichello talonne Hakkinen. Il va falloir que Barrichello vienne à bout de la McLaren avant de se lancer à la poursuite de la Ferrari de Jean. Comme il reste 15 tours à couvrir, Jean a toutes ses chances de préserver la 3e place. Pour en revenir, il n'y aura pas seulement les coques qui vont être modifiées, il y aura également les ailerons qui seront obligés d'être modifiés à Hockenheim, et le poids des voitures également qui va être augmenté. Oui, bien sûr. Alors pour l'instant, Hill devant Schumacher et Alési, c'est le tiercé des hommes de tête. On va à Paris, on se retrouve après ces quelques messages. Retour à Silverstone dans le 48e tour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui est long de 60 tours, avec Mika Hakkinen qui précède toujours Rubens Barrichello, que voici là-bas dans le fond, ce qui fait que nous avons toujours en tête Damon Hill devant Michael Schumacher à 17 secondes et Jean Alési, lui, à pratiquement 1 minute de Damon Hill. Alors je crois qu'à Paris, notre réalisateur Dominique Guimont a recalé le tour de formation dans lequel on voit bien, je crois, que Schumacher n'était pas à sa place et qu'il était devant Damon Hill. Voici ce tour de formation. Effectivement, c'est vrai que c'est la loi. Depuis 1992, oui, il n'est pas à sa place. C'était à Damon Hill d'être en tête, mais vous savez que pendant ces tours de formation, alors que nous revenons au direct, eh bien souvent, les pilotes s'entraînent un petit peu à prendre les départs, car l'exercice du départ maintenant prémédité pendant le tour de formation est complètement interdit. En plus, Jean-Louis, on peut dire que 2 pilotes qui sont placés sur la même ligne de la grille de départ, si l'un précède l'autre ou l'autre précède l'un, on ne peut pas dire qu'il y a eu un dépassement. Enfin, c'est un petit peu spécieux d'établir une sanction sur un dépassement. Schumacher aurait été en 2e ligne, il aurait précédé un pilote placé en 1re ligne devant lui, on le comprendrait. Mais là, bon, il était devant Damon Hill qui était devant lui, mais en 1re ligne avec lui. Oui, Johnny, je vous coupe parce que je crois que Pierre Van Vliet, vous avez une invitée de marque dans le stand Williams. Absolument, vous la voyez peut-être, même si elle est derrière la foule. Là, on a un peu de mal à se frayer un chemin. Il s'agit évidemment de Lady Di, vous l'avez vu tout à l'heure sur la grille de départ. Il y a des gorilles autour, oui, évidemment, il y a du beau monde, vous imaginez. Il y a aussi les 2 petits princes à ses côtés. Et ils suivent avec passion ce Grand Prix d'Angleterre en espérant une royale victoire de Damon Hill et de la Williams Renault. Merci Pierre pour ces précisions. Johnny, on continue notre raisonnement sur les pilotes qui se dépassent pendant les tours de formation. Bah, le raisonnement était fini, Jean-Louis, c'est-à-dire que là on trouve que la fédération a été un petit peu pointilleuse de sanctionner
Schumacher parce qu'il était devant Demonil. Ils sont tous les deux sur la même ligne, la première ligne de la grille de départ. Pendant le tour de formation, un des deux pilotes de la première ligne qui aurait dû être derrière l'autre est devant. Il n'a pas gagné une ligne, il s'est mis devant. Ils se sont, comme vous l'avez dit vous-même, se sont entendus chacun à tour de rôle pour simuler un départ, pour s'entraîner, pour effectuer un bon départ. L'ascension est très très sévère. Et voilà qui nous ramène à la course, alors que Demonil, avec une Williams Renault toujours très nerveuse, s'apprête à prendre un tour, si ce n'est déjà fait, non, ce n'est pas encore fait, à son équipier David Coulthard. Et oui, pour l'instant, l'ordre c'est 1 Hill, 2 Schumacher, 3 Alesi, 4 Hakkinen, 5 Barrichello, 6 Coulthard, et puis derrière, eh bien, Frentzen, Katayama, Verstappen, Fittipaldi, Martini et Herbert sont à un tour. Et alors, bonne nouvelle pour Jean Alesi, les bonnes nouvelles continuent. Maintenant, il a 11 secondes 2 d'avance sur Hakkinen. Alesi toujours 3e, Hakkinen 4e. Et Hakkinen résiste parfaitement à Barrichello, qu'il maîtrise. Barrichello est 5e sur la Jordan, derrière la McLaren Peugeot de Hakkinen. Et je vous confirme chez Ferrari que Jean Alesi ne doit plus s'arrêter, évidemment. Il avait procédé à un seul ravitaillement et ce sera le seul de ce Grand Prix d'Angleterre. Bien sûr, alors qu'on repart à Paris, où Dominique Guimond va nous montrer également le dépassement de Schumacher dans le premier tour de formation. Voilà, ça c'était ça le premier tour de formation, où on voit très bien que les deux hommes vont s'entraîner à prendre voilà, un départ. Et là effectivement Michael Schumacher est devant Demonil. Il l'a fait plus loin dans Hangar Straight de nouveau, et donc bien sûr c'était deux fois le même motif et par conséquent une punition. Mais comme on vous l'a dit, bon, c'est vrai que c'est la loi, mais c'est vrai aussi qu'elle n'a pas toujours été respectée, notamment dans le milieu du peloton. Merci Dominique Guimond, avec un abandon ici, celui Alboreto, de Michele Alboreto et de sa jolie et efficace pourtant Minardi à moteur Ford. Alboreto qui était 13e devant Panis. Et le voici une fois encore conduit à abandonner. Alboreto, qui on le disait tout à l'heure, est chez Minardi la plus fréquente victime des ruptures de moteur. Là on ne sait pas s'il a cassé le moteur, mais enfin c'est encore en panne. Alors que Demonil est toujours derrière son équipier David Coulthard, qui le retarde un petit peu d'ailleurs. Oui, au lieu de tourner en 1,29, il tourne en 1,30 derrière Coulthard, mais il n'est pas menacé par Schumacher. Il possède environ 16 secondes d'avance sur Schumacher, Demonil, et il faudrait quand même que Coulthard soit avisé de lui laisser le passage pour laisser Demonil mener le rythme qu'il souhaite mener à sa guise. Coulthard qui est 6e, Jean. Oui, alors que ça vibre beaucoup sur cette caméra intérieure à la Williams Renault. Voilà, ça c'est le leader. Et devant, l'autre Williams Renault devrait s'apprêter à devoir concéder un tour. Voilà, Coulthard qui double. Oui, c'est fait et c'est très bien fait. C'est Martini sur la Minardi qui est intercalé entre les Williams et Minardi, l'équipier de Alboreto qui vient d'abandonner. Oui, il l'a très bien vu, Pierluigi. C'est un type correct lui aussi. Donc voici les deux Williams Renault coude à coude, et c'est celle-ci qui est en tête de la course, la deuxième, et c'est celle-là devant qui va devoir, je le disais, concéder un tour. Schumacher lui est toujours à distance respectueuse de Demonil, il est toujours à 17 secondes, et puis Alesi est bien toujours en 3e position. Et puis on vient de guetter son moteur, il vient de passer devant nous, Jean Alesi, le moteur 12 cylindres Ferrari émet un chant parfait, absolument parfait. Oui, mais là vous parlez en amoureux, Johnny Reeve, vous parlez en amoureux du moteur Ferrari, mais c'est vrai que dans le temple de la course, eh bien, le V12 Ferrari a une place de choix, probablement d'ailleurs la plus belle place. Il s'est débarrassé de Coulthard. Oui, il en tête. On a très bien vu sur les gros plans. Voici Hakkinen et Barrichello en bagarre pour la 5e place. Loin. Ils roulent tous les deux 12 secondes derrière Alesi. Ils sont loin encore, et je pense que Barrichello n'est pas encore en mesure, loin s'en faut, malgré ce temps qui paraît court, 1 seconde et 4 dixièmes, vous voyez ce que ça fait, n'est pas en mesure d'intimider et donc de menacer directement
Mika Häkkinen. Il a été un petit peu plus près, Jean-Louis, tout à l'heure, il était à 4 dixièmes, mais certainement qu'il s'est cassé les dents sur Häkkinen, qui est un vieux routier, un vieux briscard, et tout comme Coulthard a eu bien des difficultés quand il a voulu attaquer Jean Alesi avant son ravitaillement, eh bien, il est probable que Barrichello s'est dit, tiens, voilà un dur à cuire quand il s'était forcé de menacer Häkkinen, et peut-être maintenant assure-t-il une 5e place qui, somme toute, est quand même satisfaisante. C'est une moitié de carrière pratiquement pour Barrichello, 23 Grands Prix aujourd'hui, alors qu'Häkkinen livre son 41e Grand Prix. Et 20 Grands Prix d'écart, ça fait une bonne expérience de plus. Le classement des pilotes qui sont à un tour d'écart. Alors que nous sommes toujours ici sur Mika Häkkinen en 4e position, que nous revenons sur Damon Hill, le leader de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, à bientôt 6 tours de l'arrivée. Et Coulthard gagne certainement à suivre Damon Hill qui commence à avoir une expérience solide et qui peut certainement indiquer involontairement à son équipier des petites ficelles pour piloter, pour freiner, pour entrer en courbe, en ménageant ses pneus, en ménageant sa boîte, en ménageant son moteur, plus que Coulthard ne doit être capable de le faire. Et non seulement Coulthard peut apprendre de telles petites finesses qui sont maintenant l'apanage de Damon Hill, qui a appris de la même façon l'année dernière dans le sillage d'Alain Prost, mais en plus il va plus vite que tout à l'heure. Coulthard, et maintenant il tourne en moins de 1,30 et il y gagne, donc peut-être que Damon Hill pourrait le remorquer, si je peux utiliser ce terme, jusqu'à Barrichello qui est devant lui. Coulthard est 6e, Barrichello 5e. Il y a 13 secondes d'écart entre la Williams de Coulthard et la Jordan Hart de Barrichello, mais il ne reste que 7 tours à accomplir. Ce sera dur de gagner un tel écart sur la seconde Williams, sur la Jordan par la seconde Williams. Il faudrait que Coulthard, avec l'aide de Hill, gagne 2 secondes par tour, c'est beaucoup. Damon Hill qui livre ici son 26e Grand Prix, qui a obtenu la 4e pole position de sa carrière hier au terme d'une bagarre homérique, il faut bien le dire, avec 3 millièmes d'avance seulement sur Michael Schumacher. Finalement, ce Grand Prix de Grande-Bretagne a tenu ses promesses, beaucoup plus que on l'attendait au départ. Il faut dire que les courses de Formule 1 ont un peu changé d'aspect cet an dernier, puisqu'il y a cela les nouveaux règlements techniques, il y a cela bien sûr la disparition des hommes tragiques comme celle de Senna, ou expliqués et prémédité comme celle d'Alain Prost, et bien sûr cela a changé le paysage des Grands Prix. Il faut s'y refaire, il faut un peu de temps pour que la Formule 1 se rééquilibre et nous offre le spectacle qu'elle nous a toujours offert. Mais vous voyez qu'avec ce Grand Prix de Grande-Bretagne, eh bien, on a remonté un petit peu dans l'échelle des valeurs. Ça a été discuté. Il reste 6 tours à parcourir. Nous sommes maintenant bientôt vers la fin du 54e tour, donc 6 tours, puisque ce Grand Prix en comporte 60, et que donc Damon Hill toujours en tête, devant Schumacher et devant Alesi. Ce serait un très beau podium. Sachez également que Damon Hill est pour l'instant titulaire de 4 victoires en Grand Prix. Il en avait 3 au terme de la saison 1993. Il en a acquis une 4e cette année en 1994 à Barcelone au Grand Prix d'Espagne. Et lors de notre prochain rendez-vous à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne le 31 juillet, comme nous le rappelions tout à l'heure avec Paul Belmondo, les cartes seront redistribuées, puisque le règlement va être assez sensiblement modifié et qui va transfigurer un petit peu les Formule 1 avec la semelle de 1 cm placée sous la coque, avec un poids beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Je crois qu'il passe à 575 kg aujourd'hui. Oui, c'est important. Johnny, un mot sur les circuits à venir, car Silverstone ici, on peut dire ce qu'on veut, c'est tout de même la patrie de la course automobile. C'est ici que le championnat du monde a
a débuté en 1950, c'était le premier Grand Prix de l'histoire. C'est Silverstone qui a montré l'exemple de ce qu'on devait faire, et je crois que c'est plus compliqué sur les autres circuits, notamment en Allemagne où il y a je crois une chicane qui est arrangée, en Belgique où on met une chicane à la base du raidillon de Le Rouge, si mes souvenirs sont exacts, et puis il y a une menace sérieuse sur Monza et le Grand Prix d'Italie, Monza, le temple de la vitesse, qui pourrait ne pas avoir lieu cette année. C'est vrai que les Anglais ont extrêmement bien réagi, très efficacement réagi, en modifiant complètement le circuit de Silverstone pour redessiner les virages qui paraissaient les plus dangereux. Au Grand Prix de France à Manicourt, les organisateurs avaient fait de même sans toucher au tracé qui ne méritait pas la critique, mais ils ont repoussé les murs dans certains endroits, ils les ont protégés avec des pneus, etc. Le Manicourt avait été montré en exemple. Là, Silverstone, c'est au tour de Silverstone d'être montré en exemple par les pilotes. On peut être étonné que lors du prochain rendez-vous à Hockenheim, un circuit extrêmement rapide, les pilotes se soient contentés de l'aménagement d'une chicane sur les 3 chicanes qu'il comporte. La 3e qui s'appellera maintenant Ayrton Senna, ce qui n'est pas vraiment faire un grand honneur à ce grandissime champion d'appeler une chicane Ayrton Senna. Bon, elle a été redessinée pour que les Formule 1 la franchissent en 2e vitesse au lieu de la franchir en 3e et en 4e. Ce sera un peu moins rapide dans cette chicane-là, mais tout le reste du parcours est inchangé. Un parcours extrêmement délicat où la portion rectiligne, qui n'est pas rectiligne, qui est en courbe, qui sépare le stadium ou les stands, si l'on veut, de la première chicane est très très périlleuse. Jean-Pierre Jabouille nous dit que c'est aussi dangereux que la fausse courbe de Tamburello où s'est produit le drame, la tragédie de Senna à Imola. Eh bien, les pilotes n'ont pas exigé autre chose que le changement d'une chicane sur ce circuit d'Hockenheim et puis quelques bordures, des vibreurs comme ils disent, qui ont été rabotées, notamment dans le dernier virage à la sortie du stadium, c'est-à-dire le premier quand on fait le tour du circuit. La bordure à l'extérieur a été rabotée, ce qui permettra aux pilotes, le dit Frenzen lui-même, d'y passer un peu plus vite. Alors voilà, la sécurité n'y gagne pas beaucoup. Les Williams Renault à la parade, et puis David Coulthard qui se dédouble, je vous le dis, avec l'accord de Damon Hill qui n'a pas beaucoup résisté. Très très belle parade de ces deux voitures quand même, ce qui nous fait un petit peu chaud au cœur en pensant à Renault Sport qui doit remonter la pente, qui a commencé déjà à le faire à partir de Barcelone, et puis qui grimpe toujours dans la préparation de nouveaux moteurs. Je vous le disais, bientôt le RS6 version B fera son apparition, c'est à Hockenheim dans 3 semaines. Le RS6B, on l'a vu en France pour les qualifications du Grand Prix de France à Manicourt il y a une semaine. On l'a vu tout à l'heure, hier exactement, au Grand Prix de Grande-Bretagne pour les qualifications également. Et puis on le verra en course à Hockenheim, alors qu'on est revenu sur Michael Schumacher quelques instants. Oui, il est à 15 secondes et 3 dixièmes de Damon Hill. C'est dire que nous sommes dans le 58e tour et que bientôt va intervenir le signal fatidique, un tour, et à ce moment-là, eh bien, Damon Hill sera exactement à 5 km et 57 mètres du bonheur, c'est-à-dire de sa 5e victoire en Grand Prix. Alors tout à l'heure, Jean-Louis en a parlé, on a évoqué Monza où le Grand Prix d'Italie risque de ne pas avoir lieu. Il y a un gros conflit concernant ce circuit. Les pilotes demandent des aménagements extrêmement importants concernant les abords de la piste, pas la piste elle-même, ce qui est étonnant aussi d'ailleurs parce qu'elle n'est pas sans reproche, mais ils demandent que des dégagements soient pratiqués à l'extérieur des courbes les plus rapides, notamment des courbes de l'Esmo, et les Verts sont très vigilants sur la protection du parc de Monza où est tracé l'autodrome italien, et les Verts sont complètement opposés à ce qu'on coupe un arbre, encore moins qu'on en coupe 50, et donc cela met en péril le Grand Prix d'Italie puisque le président de la fédération italienne, Marco Piccinini, a lui-même pris l'initiative de le suspendre du calendrier international et de remettre la responsabilité de cette épreuve entre les mains du président de l'Automobile Club d'Italie, lequel a eu recours au gouvernement italien lui-même. Oui, Marco Piccinini, qui a été le bras droit, le ministre plénipotentiaire du grand Enzo Ferrari. L'écart entre Hill et Schumacher, 16 secondes 102. Pendant que vous parliez de Johnny Reeve, on a vu Mika Hakkinen et Rubens Barrichello pratiquement roue dans roue. Alors que là, eh bien, on va bientôt s'apprêter à
va consacrer la 5e victoire de Damon Hill en Grand Prix. Je ne veux pas chanter trop vite victoire justement parce que, rappelez-vous, l'an passé ici, Alain Prost avait décidé de laisser gagner son Grand Prix à Damon Hill, suivant ainsi l'exemple de Fangio et de Stirling Moss, oui, le grand Fangio et le grand Stirling Moss. Et puis, eh bien, à quelques encablures de l'arrivée, le moteur de Damon avait explosé. Et en même temps, son désespoir, et c'est Prost qui avait emporté sa 50e victoire en Grand Prix. Damon Hill, Rubens Barrichello derrière, l'ordre est repris, c'est Christian Fittipaldi avec la très belle Arose qui est en 10e position, qui s'est intercalé entre les deux voitures. Damon Hill dans quelques instants maintenant, les derniers virages, alors que sous vos yeux défile le classement, et puis que Jean Alesi passe également. Jean Alesi qui va terminer sur le podium de ce Grand Prix d'Angleterre. Croisons les doigts, Jean-Louis, la course n'est pas finie. oui. Jean Alesi passe devant nous, il attaque son dernier tour de course, mais tout va bien à bord de la Ferrari. Je rassure ses supporters, et le moteur chante toujours comme une merveilleuse pièce de mécanique. Hakkinen et Barrichello, lancés à sa poursuite, ont toujours une dizaine de secondes de retard sur lui. Donc plus que 5 km pour Jean, il sera sur le podium, ce qui sera, si Jean réussit cette performance, le 7e podium de Ferrari cette saison en 8 Grands Prix. Les Ferrari ont vraiment pour elles la fiabilité. Si elles n'ont pas tout à fait la performance par rapport au Williams Renault et surtout par rapport à la Benetton Ford de Schumacher, les Ferrari ont pour elles la fiabilité, en dépit de l'abandon auquel on a assisté tout à l'heure de Berger. Elles ont réussi 7. Voici Schumacher. Schumacher en 3e position avec le drapeau à damier. Et voilà Jean Alesi maintenant à son tour. Schumacher en 2e position, pardon. Et Jean Alesi en 3e position. Le dernier freinage dans priori, et bientôt il sera là. Alors que Damon Hill s'est saisi du drapeau du Royaume-Uni pour faire son tour d'honneur. C'est désormais la mode. Cela a été inventé par le grand Ayrton Senna avec ses supporters brésiliens qui le suivaient dans le monde entier autour de tous les Grands Prix. Et bien maintenant, chaque pilote s'y consacre. Damon Hill donc, et puis vainqueur. Oh là 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 là. Eh bien regardez comment ça s'est terminé dans le dernier virage entre Rubens Barrichello et Mika Hakkinen. Barrichello qui rentre au stand. Ils se sont accrochés. Ils se sont accrochés. Mika Hakkinen qui est là-bas dans le jaune. Alors le classement sera ça normalement. Ah, il n'a pas calé Mika Hakkinen. Il va essayer de repartir. Il va franchir la ligne d'arrivée. Il faut que Barrichello rentre après tout de suite Barrichello à son stand. Non, attendez, on va voir. Barrichello, 5 mètres. Barrichello, top. Non, c'est Hakkinen qui est devant. De 1 mètre, ça c'est extraordinaire. Pendant on a dû faire signe à Barrichello d'accélérer vite, il a accéléré mais trop tard. Hakkinen alors Barrichello qui était dans la voie des stands et Hakkinen qui était sur la piste, il ne pouvait pas se voir parce qu'il y a un mur qui sépare la piste de la voie des stands, et Hakkinen sur sa lancée après être sorti du bac à sable a franchi la ligne d'arrivée, peut-être comme vous le dites, 1 mètre avant Barrichello. Voilà un Grand Prix qui a tenu vraiment toutes ses promesses à 1 mètre près de chaque côté de la ligne de chronométrage. 1 Damon Hill, 2 Michael Schumacher, 3 Jean Alesi, 4 Mika Hakkinen, 5 Rubens Barrichello, 6 David Coulthard. Voilà pour les 6 hommes de tête qui marqueront des points. Le 7e c'est Katayama, le 8e Frenzen, le 9e Verstappen, le 10e Fittipaldi, le 11e Martini, le 12e Herbert, le 13e Olivier Panis, le 14e Eric Bernard, le 15e Olivier Beretta, un tir groupé de nos jeunes pilotes français, le 16e c'est David Brabham et le 17e Jean-Marc Goulon qui est toujours là, alors que le classement s'affiche sur vos écrans et que peut-être si tout va bien, Pierre Van Vliet va aller tout de suite interviewer, je crois avec Dix Camel, ici le constructeur du moteur Cosworth, Tom Walkinshaw. Tom, was it an unfair victory? Do you believe that Schumacher was a victim today? C'est une victoire unfair. Vous pensez que
Schumacher a été victime d'une mauvaise affaire cette fois. On va voir vraiment ce qui s'est passé. Nous allons revoir les départs et nous déciderons ce qu'il convient de faire à pied. La loi est la loi, nous devons lui obéir. Oui, bien sûr, il y a la loi, nous devons lui obéir. On se retrouve dans quelques instants pour le podium et l'analyse de la course. Bientôt sur le podium de ce Grand Prix de Grande-Bretagne avec Damon Hill, félicité ici par le team manager et le chef de voiture de l'écurie Williams. On a vu également Jean Alesi, donc le podium. Damon Hill, oui, heureux devant son public, et on le comprend, il a marqué un pas important aujourd'hui pour ce public anglais qui n'a que des yeux doux pour Nigel Mansell. Et bien je crois que Damon a fait aujourd'hui quelque chose de très très beau. Michael Schumacher qui est deuxième, et puis notre Jeannot Alesi qui est en troisième position. Bien sûr, son Altesse Royale, Lady Diana, et puis que voici. Et on se tait pour l'hymne national anglais, God Save the Queen. Damon Hill, Madame Damon Hill. Et bien sûr, la coupe la plus belle. Voilà, trophée remis par Her Royal Highness, comme on dit ici à propos de Lady Diana, qui bien sûr quitte le podium. La deuxième coupe, elle est pour Michael Schumacher, en deuxième position de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a tenu toutes ses promesses, avec quelques petites larmes d'émotion pour Damon Hill tout de même. Et puis Jean Alesi qui reçoit lui aussi les félicitations en plus de la coupe de responsable du Royal Automobile Club. Schumacher qui aurait de quoi être dépité, qui fait son sourire habituel, qui est content de terminer course toujours sur le podium, 6 points. Alors maintenant Schumacher il compte 72 points au classement du championnat du monde, ce qui lui donne quand même 33 points d'avance sur Damon Hill, qui a réduit son retard de 4 points, mais enfin c'est quand même très très important. 33 points d'écart entre le premier et le deuxième du championnat à mi-parcours de ce championnat. On y vient, Johnny. La course des bulles à travers le podium. Patrick Head, le directeur technique de Williams, Madame Damon Hill, et puis Pierre Van Vliet, vous êtes vous avec Williams. Frank Williams en direct. Frank, une magnifique victoire. On a vu un beau sourire éclairer votre visage. Damon vous fait presque oublier Nigel. Non, l'écurie, tout le monde est très heureux. Renault et Elf avaient grand besoin de cette victoire. De l'avoir en Angleterre, pour nous, c'est très spécial. Oui. Alors maintenant, vous pensez que cette victoire va permettre de relancer, sinon le championnat, du moins l'intérêt de la compétition pour les Grands Prix à venir? C'est bien possible. Il y a un peu de discussion pour le drapeau noir de Michael. Mais le championnat est toujours un peu ouvert, oui. Okay, merci beaucoup, Frank Williams. Nous sommes aussi avec Bernard Dudot. Bernard, une belle victoire de Williams-Renault au Grand Prix d'Angleterre. Ah oui, c'est formidable. C'est un grand moment. Nous étions bien préparés. Et ma plus grande satisfaction, c'est finalement de voir que il nous manque en toute objectivité encore un ou deuxième ou deux. Mais on s'en rapproche et avec ce que nous avons en préparation, je suis rassuré pour l'avenir. Voilà, l'avenir, c'est le moteur RS6B en course à partir du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. David Coulthard, 1 point at the end of this Grand Prix. Voilà, il est félicité par Bernard Dudot. Difficult race, it was a bit strange at the beginning for you. Un début difficile, David. I stalled on the first start and I had to start at the back. And then on the first corner I spun when I was trying to pass someone and flat spotted the tyres. And then and you came back very quickly. Yeah, then I came back, but ensuite je suis revenu rapidement, mais j'ai eu des vibrations et je suis content d'avoir obtenu un point pour le team. Je vous propose maintenant de revivre ce Grand Prix d'Angleterre à rebondissement avec le résumé de Laurent Corric. Oui, il y a une petite précision, Pierre Van Vliet, l'accrochage de Barrichello et de Hakkinen qu'on n'avait pas vu dans le direct. À vous.
Premier événement de ce Grand Prix de Grande-Bretagne avant même le départ de cette course. David Coulthard cale sur la grille et devra donc repartir en dernière ligne 5 minutes plus tard après une nouvelle procédure de départ comme le prévoit l'article 123 du règlement. Pas de chance non plus pour Irvine qui casse son moteur dès le tour de formation. Puis le départ est enfin donné et c'est Damon Hill, auteur du meilleur temps des essais, qui part en tête alors que derrière, en 7e ligne, Brundle abandonne dès les premiers mètres à cause probablement d'une impressionnante fuite d'huile. Après 8 tours, la hiérarchie est donc la suivante. En tête, Damon Hill, suivi par Schumacher, Berger et Barrichello, alors que Jean Alesi est 5e, juste devant Verstappen sur la 2e Benetton. 15h33, 16e tour, Damon Hill est le premier à rentrer au stand pour ravitailler. 7 secondes d'arrêt et il repart en seconde position derrière Schumacher. Mais pas pour longtemps, puisque juste derrière, l'Allemand s'arrête à son tour. Un peu d'essence et des pneus neufs et c'est reparti. Le classement est alors le suivant. Berger a pris la tête mais ne s'est pas encore arrêté. Schumacher est second devant Damon Hill. Et puis dans le 29e tour, coup de théâtre, Schumacher repasse par les stands, cette fois pas pour ravitailler, mais à cause d'une pénalité que lui inflige le directeur de course pour avoir effectué un dépassement dans le tour de formation. 5 secondes d'arrêt et Schumacher repart. À la mi-course, nouveau changement dans le classement, Hill est à nouveau en tête devant Schumacher, Berger, Barrichello, Alesi et Hakkinen. Mais Berger n'ira pas plus loin, abandon juste après la mi-course alors qu'il occupait la 3e position. Au fil des tours, Coulthard sur la 2e Williams Renault revient en 5e position juste derrière Jean Alesi. Coulthard qui, je vous le rappelle, était parti de la dernière ligne. Tentative d'intimidation qui n'impressionne absolument pas Alesi et finalement ce duel en piste tourne court quelques virages plus loin lorsque Coulthard rentre au stand pour ravitailler. À 15 tours de l'arrivée, c'est donc toujours Damon Hill qui est en tête avec une confortable avance sur le leader actuel du classement provisoire. Plus de 17 secondes d'avance pour Hill sur Schumacher et une victoire qui commence alors à se dessiner. Après 60 tours parcourus, soit 303 km, Damon Hill va donc signer sa 2e victoire de la saison et la 5e de sa carrière. Grâce à lui, Williams Renault renoue également avec la victoire, ici en Grande-Bretagne, après l'avoir déjà remporté en Espagne, là encore grâce à Damon Hill. Il gagne donc chez lui devant son public alors que Schumacher monte sur la seconde marche du podium. C'est, tout comme en Espagne, son plus mauvais résultat de la saison. Jean Alesi, lui, monte aussi sur le podium en prenant la 3e place. C'est son 3e podium depuis le début de la saison et le 7e pour Ferrari. Hakkinen sur la McLaren Peugeot termine 4e, Barrichello 5e et David Coulthard 6e. Jean-Louis Moncé, c'est à vous pour la conclusion. Oui, parce que vous ne l'avez pas encore vu, c'est Mika Hakkinen qui termine 4e, vous venez de le dire Laurent, juste devant Rubens Barrichello, mais l'arrivée n'a pas été triste, ils étaient roue dans roue les deux hommes, Rubens Barrichello qui remontait sur Mika Hakkinen et la McLaren Peugeot. Regardez plutôt ce que ça a donné. Oui, ils étaient à quelques dixièmes ces garçons et voilà, Barrichello attaque, Hakkinen, eh bien, garde sa trajectoire mais serre quand même un petit peu vers l'intérieur du virage et ce qui devait arriver est arrivé. Donc Barrichello, lui, après cet accrochage, voyez sa roue avant gauche, eh bien elle est sérieusement endommagée. Hakkinen, lui, dans le sable, il n'a pas calé, les commissaires le poussent un tout petit peu, il va pouvoir repartir. L'un franchit la ligne d'arrivée du côté des stands et puis l'autre, eh bien, du côté de la vraie piste et c'est donc Hakkinen qui l'a emporté alors que là Pierre Van Vliet est avec Ron Dennis. Oui, Ron, what a finish for Mika. Ron, quel finish pour Mika. Oui, il était spectaculaire. Je pense que la voiture marchait bien. Nous avons eu des problèmes inhabituels. Oui, Pierre. Otherwise, the McLaren Peugeot is improving compared to the last two races, of course, and there is la McLaren Peugeot 3 points. S'améliorer. Do you expect for more improvement 3 points quand même. The next future, the soon future? Vous espérez beaucoup pour l'avenir. Oui, je pense que nous travaillons dans la bonne direction. Je pense que personne. Je pense que personne ne peut douter. Je pense que personne ne peut douter de tous les efforts que nous faisons et de combien est complexe notre entreprise. Nous allons rapidement revenir dans la compétition avec
cet ensemble. There again, we're really not here to compete, we're here to win, and Et nous reviendrons the pour challenge gagner. is to constantly improve Notre challenge, c'est de nous améliorer constamment what we're here to achieve. et d'arriver finalement, revenir Okay, au thanks very sommet. much, Ron. See you Merci. soon at the next Grand Prix with McLaren Peugeot. Merci. Merci Pierre. Merci Eh bien, Jean-Louis. on se retrouve Dans 3 semaines. lundi dans Formula Magazine avec Catherine Pic, dans Automoto dimanche prochain avec Jean-Louis Bernard-Lévy, et nous, bien sûr, dans 3 semaines au Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. C'est le 31 juillet. Au revoir.